Salut à tous, ce soir nous commençons avec l'élégant, le discipliné et souvent brutalement impitoyable monde du Japon féodal. Un lieu d'honneur samouraï, de codes stricts et de conséquences très sévères. C'est la terre des cerisiers en fleurs, de la poésie magnifique et d'une routine quotidienne qui briserait absolument la plupart d'entre nous avant le déjeuner. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint à travers le monde. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un doux murmure en fond. Et laissons-nous doucement embarquer ensemble dans le voyage de ce soir. Au Japon féodal, on ne se réveille pas en choisissant son chemin. On se réveille, et il a déjà été choisi par la naissance, par le sang, et par des ancêtres morts depuis 6 générations. Votre place dans la société n'est pas une suggestion. C'est une condamnation à vie. Vous êtes né dans une famille de samouraïs, vous avez de la chance. Vous êtes maintenant responsable de la lame, de l'arc, et de 10 000 façons de vous asseoir correctement devant votre Seigneur. Les paysans, félicitations. Vous passerez les 40 prochaines années les pieds dans la boue, et vos enfants aussi pour toujours. Il n'y a pas de CV. Il n'y a pas de créer votre propre entreprise. Vous êtes soit samouraï, paysan, artisan ou marchand. Et une fois que vous êtes placé, vous y restez. Tenter de changer de rang n'est pas seulement mal vu. C'est punissable. On ne gravit pas l'échelle au Japon féodal. On s'y incline. Et nous n'en sommes même pas encore aux États, les intouchables. Ce sont les gens qui s'occupent de la mort, bouchers, bourreaux, tanneurs. La société a besoin d'eux mais fait semblant qu'ils n'existent pas. Ce sont comme des fantômes avec un travail. Des emplois importants, mais des fantômes quand même. Même au sein des classes, c'est pire. Disons que vous êtes marchand, ce qui paraît pas mal. Non, vous avez de l'argent. Mais au Japon féodal, vous êtes presque en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que vous gagnez de l'argent sans travailler, ce qui est considéré comme moralement douteux. Oui, vous êtes littéralement trop efficace pour être respecté. Pendant ce temps, les paysans sont tellement taxés sur leur riz que s'ils en donnent trop, ils meurent de faim. S'ils en cachent pour survivre, c'est de la trahison. Les têtes tombent souvent. Samouraï, vous avez l'honneur, mais vous vivez dans la peur constante de manquer de respect à votre seigneur, vos ancêtres, votre tailleur ou votre épée en éternuant au mauvais moment. Femme, vous n'avez même pas demandé. Mais non, vous n'en sortez pas non plus. Quelle que soit votre classe, votre liberté s'arrête là où commence l'opinion de votre père. Vous marierez qui on vous dira, obéirez à qui il faudra, et remercierez le ciel si on vous permet d'apprendre la poésie. Donc oui, vous naissez, on vous attribue un costume et un rôle, et on vous pousse sur la scène de la société, que vous vouliez jouer ou non. C'est élégant, poétique, et terriblement inévitable. Et tout ça avant même le petit déjeuner. Vous pourriez penser que la vie féodale était faite de boue et de dureté. Mais le Japon prenait la propreté très au sérieux, douloureusement au sérieux. En fait, c'était pratiquement une religion, ce qui semble charmant jusqu'à ce qu'on l'expérimente en hiver. Vous commencez votre journée en vous lavant, non pas dans une salle de bain carrelée et chaleureuse avec une serviette douce et du savon au concombre, mais à une vasque en pierre remplie d'eau glacée, puisée à un puits ou à un ruisseau. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de compromis. Vous éclaboussez votre visage et vos bras, frissonnant comme si les ancêtres vous punissaient d'avoir des pattes. Du savon? Seulement si vous êtes riche. Et même alors, il est fait de cendre ou de son de riz et sent comme si un moine l'avait inventé pour tester votre caractère. En zone rurale, la maison de bain locale, si vous avez la chance d'en avoir une, devient le cœur de l'hygiène. Le centre communal est chauffé au bois et rempli de villageois. Et par communal, on n'entend absolument aucune intimité. Vous vous baignez à côté de vos voisins, votre patron, vos futurs beaux-parents et peut-être votre propriétaire complètement nu, en silence, faisant semblant que ce n'est pas gênant. Vous vous frottez d'abord, puis vous vous trompez. La propreté est sacrée. Salir l'eau du bain, suicide social. Mais si vous n'êtes pas près d'une maison de bain, alors vous vous lavez ce que vous pouvez, quand vous le pouvez. Vous vous nettoyez les dents avec du sel ou un bâtonnet. Vos ongles sont tenus soignés. Vos vêtements sont régulièrement aérés. Vous faites cela non pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'être sale est considéré comme honteux spirituellement et socialement. Et si vous êtes samouraï, multipliez la pression.
Votre seigneur peut vous inspecter de la tête aux pieds à tout moment. Endless sales, honte, robe froissée, manque de respect, trop d'odeur corporelle pendant une révérence, vous pourriez ne pas vous relever. Les femmes doivent sentir la fleur de cerisier et la discipline. Le bain est ritualisé. Le soin de la peau est pratiqué avec une précision militaire. Et les cheveux sont entretenus dans des coiffures élaborées qui prennent des heures. Tout cela pour que vous puissiez travailler au pilon à riz tout en ayant l'air digne. Donc oui, le Japon féodal était propre, très propre. Mais cela avait un prix. De l'eau glacée, un toilettage sans fin, et la conscience constante et écrasante que quelqu'un jugeait sûrement l'hygiène de vos pieds. Disons que vous êtes né dans la classe des guerriers, les samouraïs. Ça fait rêver, non? Épées élégantes, robes de soie, duel poétique sous les cerisiers en fleurs. Maintenant, parlons du détail qui change tout. Être samouraï au Japon féodal ne consiste pas à brandir un katana en criant pour l'honneur. C'est à propos de ne jamais, jamais faire d'erreur. Toute votre vie est régie par le Bushido, la voie du guerrier, un code de conduite tellement strict que même vos ancêtres en sont nerveux. Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour votre démi, votre seigneur. Sa parole est loi. Ses humeurs sont des phénomènes météorologiques. Et votre travail est de le servir avec une telle loyauté que vous préférez mourir de manière horrible plutôt que de le décevoir légèrement. Pas de pression. Disobedience. Haunt. Échec. Haunt. Élever la voix de manière inappropriée. Haunt. Regarder la mauvaise personne de travers lors d'une cérémonie du thé. Vous l'avez deviné. Honte. Et la honte, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie facilement. C'est quelque chose pour laquelle on doit expier, généralement avec ses propres entrailles. Ce n'est pas une métaphore. C'est le seppuku, le suicide rituel attendu des samouraïs déshonorés. Vous vous agenouillez, sortez une petite lame, et arrêtons-nous là. Vous voyez l'idée. Ce n'était pas rare. C'était une manière respectée, voire célébrée, de préserver sa dignité. Vous échouez assez gravement, et votre seigneur pourrait vous donner une petite lame, une pièce silencieuse, et dire « Vous savez ce que vous devez faire ». En plus de cela, les samouraïs devaient s'entraîner constamment. Escrime, tir à l'arc, équitation, stratégie, calligraphie, poésie, tout en maintenant une posture parfaite et l'expression d'un homme qui n'a jamais connu la joie, seulement un profond sens du devoir. Rire trop fort, grossier, montrer la peur, la faiblesse, s'émouvoir, honteux. Vos vêtements sont précis. Votre épée doit être impeccable. Et votre comportement doit être si honorable qu'il met les autres mal à l'aise. Et si jamais vous brandissez votre épée avec colère sans raison, insultez un supérieur, ou perdez un duel, vous ne perdez pas simplement. Vous perdez tout. Être samouraï, ce n'est pas une question de gloire. C'est une question de discipline, de silence, et de survivre chaque jour sans faire un faux pas. Donc oui, vous avez fière allure en armure, mais vous êtes à un sourcil froncé de la catastrophe existentielle. Vous n'êtes donc pas né samouraï. Pas d'épée, pas de poésie, pas de chance de rituel dramatique de dépeçage. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, vous êtes paysan, ce qui signifie que toute votre existence est un mélange de saleté, de sueur, de mal de dos et de livraison de riz imposée par le gouvernement. Vous vous réveillez avec le soleil. Pas parce que vous êtes en harmonie avec la nature, mais parce que la taxe foncière ne se paie pas toute seule. Et aussi, votre cabane en chaume n'a ni porte ni fenêtre, et une chèvre vient juste de marcher sur votre natte de lit. Le petit déjeuner, si vous avez de la chance, c'est un bol de bouillie de riz accompagné d'un reste de quelque chose en saumure de la semaine dernière. Si vous avez moins de chance, c'est fait semblant de ne pas avoir faim, avec un peu d'eau de rivière. Puis, c'est direction les rizières, qui paraissent paisibles dans les documentaires de voyage, mais qui sont, en réalité, des bourbiers conçus pour briser lentement votre âme pendant 12 heures. Vous plantez, vous désherbez, vous espérez qu'une attaque de bandits n'aura pas lieu aujourd'hui. Et quand le soleil se couche, vous rentrez en boitant seulement pour découvrir qu'un de vos bœufs est disparu et que le chef du village souhaite vous parler de votre déficit en grains. Les taxes sont implacables. Vous ne recevez pas de pièces. Vous les payez en riz. Votre famille mange ce qui reste, ce qui n'est pas beaucoup. Surtout si la récolte a été mauvaise ou si le neveu de votre seigneur a accidentellement traversé votre champ à cheval pendant un exercice militaire. Envie de vous plaindre? C'est adorable. Vous ne le pouvez pas? Répondre vous vaut des coups de fouet, l'exil,
ou une promotion au rang de cadavre. Si vous avez vraiment de la chance, vous deviendrez un ancien du village, ce qui signifie que les gens ne vous écoutent toujours pas, mais vous demandent votre avis juste avant de l'ignorer. Et rappelez-vous, vous n'êtes légalement pas autorisé à quitter votre village sans permission. Vous êtes, en effet, un prisonnier du riz avec une pourriture de la cheville saisonnière. Des festivals, il y en a quelques-uns. Vous vous enivrez d'une semaine de saké, dansez en cercle et essayez de ne pas penser que la saison des plantations recommence dans 4 jours. Donc oui, vous êtes la base de l'économie, la raison pour laquelle les samouraïs mangent, et la personne que tout le monde oublie d'exister. Et non, vous n'avez pas de jour de repos parce que le Japon féodal croit au travail dur, à la souffrance générationnelle et à maintenir les attentes extrêmement basses. Vous avez faim. Bien sûr que oui. Vous avez labouré, planté, transpiré et poliment évité de mourir depuis le lever du soleil. Il est temps de manger. Mais au Japon féodal, les repas ne sont pas une question de plaisir. Ils sont une question de survie, de simplicité et de ne pas s'étouffer avec un arête de poisson devant vos beaux-parents. Si vous êtes paysan, votre alimentation est le riz. Riz au petit déjeuner, riz au déjeuner, riz au dîner. Si vous avez de la chance, c'est du vrai riz. Sinon, c'est de l'orge qui fait semblant d'être du riz. Vous pourriez avoir 1 ou 2 navets. Un peu de radis mariné si les dieux sont de bonne humeur. La viande, c'est pour le demi, ou pour ce poulet qui vous a regardé de travers et a mystérieusement disparu. Le poisson, parfois, mais il est séché, salé et assez dur pour limer vos dents. La soupe, généralement du miso, si on peut appeler ça une au salé chaude avec 2 feuilles flottantes, soupe. C'est savoureux, oui, de la même manière que l'eau de mer est hydratante. Maintenant, si vous êtes samouraï, vous avez de la meilleure nourriture, mais vous mangez aussi en dernier. Après votre seigneur, ses invités et tous ceux qu'il veut impressionner. Cela signifie du riz froid, de la soupe froide, et la joie éternelle de regarder les autres manger en faisant semblant d'être profondément honorés d'attente. De plus, tout est saisonnier. Pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'il n'y a ni réfrigération, ni chaîne d'approvisionnement mondiale, et si vous ne le récoltez pas vous-même, ça n'existe probablement pas. Donc, quand c'est l'hiver, c'est simplement la façon que la nature a de suggérer le jeûne. Et Dieu vous garde d'attraper une intoxication alimentaire. Les soins médicaux sont optimistes. Le remède local est « allongez-vous et pensez à vos ancêtres. Vous vous rétablirez ou vous en rejoindrez un ». Le vol de nourriture est un crime sérieux. Voler un bol de riz et vous n'aurez pas juste une tape sur les doigts. Vous aurez une démonstration publique expliquant pourquoi on ne touche pas au décompte du demi. Le thé, il existe, mais pas comme vous l'imaginez. La cérémonie du thé est une performance complexe qui concerne plus la posture, l'étiquette et l'humilité existentielle que l'étancher réellement la soif. Donc oui, les repas sont sacrés, calmes et respectueux, mais surtout ils sont fades, petits et contiennent au moins un ingrédient mystérieux et croustillant. Et non, vous ne pouvez pas vous plaindre, pas à moins de vouloir que votre prochain repas vous soit servi par le nez. Alors, vous venez de finir votre modeste bol de soupe peut être poisson croustillante. Quelqu'un dit quelque chose d'absurde. Peut-être que votre seigneur marmonne un mauvais haïku. Peut-être que l'ancien du village fait un lapsus. Peut-être que votre voisin insiste que sa vache peut prévoir le temps. Et pour un moment imprudent et insensé, vous pensez à les corriger. Ne le faites pas. Au Japon féodal, votre opinion est un handicap. La liberté d'expression n'est pas un concept. C'est un billet direct pour la disgrâce, l'exil ou une décapitation soudaine qui met fin à votre carrière. La hiérarchie sociale est rigide et chaque mot a un poids. Parler au-dessus de sa classe, c'est de l'impudence. Critiquer quelqu'un de supérieur, c'est de l'insolence. Faire une blague qui ne passe pas, c'est presque de la trahison. Même au sein des familles, on marche sur des œufs. Un fils n'interrompt pas son père. Une femme ne corrige pas son mari. Et personne, absolument personne, ne remet en question le demi, sauf s'il a toujours voulu explorer l'au-delà par la pointe d'une épée. Les samouraïs sont entraînés à parler avec un calme mesuré, même en colère. Une langue acerbe est pire qu'une lame émoussée. C'est indigne. C'est dangereux. Et cela peut forcer quelqu'un à se retrouver dans la position embarrassante de devoir vous tuer pour restaurer son honneur. Ce qui nous amène aux excuses. Au Japon féodal,
Les excuses sont un article. On ne se contente pas de dire « désolé, on s'incline ». On est assimilé. On écrit peut-être un poème sur sa honte. On envoie peut-être un cadeau comme un oiseau vivant ou un peigne décoratif en espérant sincèrement que la personne qui le reçoit ne décide pas de vous défier en duel quand même. Et que les dieux vous aident si votre ton est trop familier. Un mot mal placé peut être interprété comme du sarcasme, de la défiance ou une pourriture spirituelle. Le silence est presque toujours plus sûr. Même l'humour est un exercice d'équilibriste. Rire de la mauvaise chose peut être perçu comme un manque de respect. Rire avec quelqu'un d'important pourrait laisser entendre que vous pensez être à son niveau. Et c'est ainsi que les gens finissent mystérieusement réaffectés dans le Grand Nord. Donc oui, vous êtes libre de parler, techniquement. Mais en pratique, vous hochez la tête, souriez et priez pour que votre opinion ne tente jamais de s'échapper de votre bouche. Parce qu'au Japon féodal, des lèvres lâches ne coulent pas seulement des navires. Elles coulent des statuts sociaux, des réputations et parfois toute votre lignée. Au Japon féodal, la mode n'est pas une question d'expression personnelle. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde sache exactement à quel point vous êtes en dessous de rien qu'en regardant vos manches. Vos vêtements ne reflètent pas votre personnalité. Ils reflètent votre position, votre rôle, et si vous êtes légalement autorisé ou non à porter une épée sans vous faire plaquer par un samouraï. Commençons par le sommet. Les samouraïs portent des couches de robes en soie, parfois blindées, toujours dignes. Leurs tenues sont soigneusement arrangées pour signaler leur statut et leur préparation. Les couleurs bleu profond, marron terreux et parfois une touche de rouge sang sont élégantes, menaçantes et impliquent presque toujours. J'ai tué un homme pour moins qu'une faute de goût. Et bien sûr, les épées. Le daïch d'un samouraï, les épées longues et courtes jumelées, est plus qu'un simple arsenal. C'est un insigne ambulant d'autorité. En dégainer une en public est un dernier recours. Les porteurs incorrectement est la première étape vers une correction publique très tranchante. Les paysans, en revanche, portent du coton et de l'humilité. Le brun, le gris et le beige dominent votre garde-robe. Ce n'est pas parce qu'ils sont minimalistes. C'est parce que le tissu teint coûte de l'argent et vous êtes trop occupé à survivre pour vous soucier d'accorder les couleurs. Votre tenue dit « Oui, je travaille dans la boue ». Non, je n'ai pas choisi ce mode de vie. Oui, ce sont mes seules sandales. Les marchands portent des matériaux plus fins. Ils ont de l'argent, après tout, mais ils restent socialement en dessous des samouraïs et des paysans, alors ils gardent un ton discret. Riche, mais pas trop riche. Wawi mais sobre. Les familles de marchands aisés sont expertes pour paraître juste assez respectables pour ne pas attirer l'attention d'un samouraï ennuyé en patrouille. Les artisans et les ouvriers s'habillent proprement mais modestement. Leurs vêtements sont durables, pratiques et surtout discrets. Attirer l'attention sur soi est considéré comme un défaut de personnalité. Et puis il y a les femmes, qui doivent trouver un équilibre délicat entre grâce, obéissance et porter 12 couches de symbolisme plié. Les coiffures sont codées. Les motifs de kimono sont saisonniers. Et si vous portez une couleur destinée à un autre festival, félicitations. Vous venez de déshonorer toute votre maison et peut-être d'engendrer une guerre de chuchotement dans le voisinage. En bref, ce que vous portez ne concerne pas seulement les vêtements. Il s'agit de rang, de rituels et de survivre au jugement quotidien à la fois du ciel et de votre belle-mère. Alors, vous imaginez des promenades au clair de lune sous les cerisiers en fleurs, de la poésie murmurée sous des lanternes en papier, peut-être un baiser dramatique entre un samouraï et une princesse interdite. Oui, non. Au Japon féodal, l'amour est une quête secondaire, et pas une que vous êtes susceptible de réussir. Le mariage ne concerne pas les sentiments. Il s'agit d'alliances, de statuts, de taxes sur le riz, et de ne pas embarrasser vos ancêtres. Si vous êtes paysan, votre mariage est arrangé par vos parents et peut-être l'ancien du village. La compatibilité romantique n'est pas discutée. Des jambes solides et des dents saines sont jugées plus importantes. Si vous venez d'une famille samouraï, les enjeux sont encore plus élevés. Les mariages sont des outils politiques. Votre partenaire est choisi pour consolider une alliance de clans, sécuriser des terres ou régler un différend avec un joli kimono. Le but n'est pas le bonheur, c'est la stabilité. Idéalement, une stabilité qui ne s'effondre pas pendant la saison des récoltes. Des lettres d'amour? Peut-être,
mais seulement si elles sont écrites en calligraphie parfaite avec les métaphores saisonnières appropriées et transmises discrètement par une servante qui en sait définitivement trop. Les femmes, bien sûr, ont encore moins leur mot à dire. Une fille samouraï peut être mariée à 15 ans, tenue de maîtriser la calligraphie, l'étiquette, la couture et le subtil art de ne jamais exprimer sa déception à voix haute. Son rôle est de porter des fils, de servir le thé et absolument de ne jamais tomber amoureuse du professeur de flûte. L'amour romantique véritable, celui fait de regards volés et de déclarations passionnées, est le domaine des poètes, des pièces de théâtre et des histoires de fantômes tragiques. Si vous voulez vivre l'amour au Japon féodal, il vous faudra regarder un drame sur deux amants maudits qui se transforment en brume. Et si vous essayez de sortir de la structure relationnelle qui vous est assignée, bonne chance. L'adultère peut entraîner l'exil, la disgrâce ou la mort par désapprobation liée à l'épée. La punition peut être infligée par votre conjoint, votre seigneur ou vos beaux-parents, celui qui arrive le premier. Même pour les samouraïs, prendre une concubine était courant. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Cela ajoutait simplement plus de personnes à décevoir en silence. Donc oui, les gens tombaient amoureux. Secrètement, douloureusement, parfois de la mauvaise personne, et toujours au pire moment possible. Parce qu'au Japon féodal, l'amour n'était pas interdit. Il était simplement dangereusement gênant. Au Japon féodal, l'amant n'est pas un concept lointain. C'est votre voisin, votre collègue, votre colocataire qui ne paie jamais de loyer mais est toujours là. Vous ne planifiez pas votre retraite. Vous planifiez votre sortie. Parce que la mort n'est pas une tragédie ici. C'est une partie du scénario. Commençons par les samouraïs. Ces guerriers honorables se promènent avec 2 épées et un plan de mort personnel. Perdre une bataille, seppuku. Insulter leur honneur, seppuku. Renverser du saké sur la robe du démi, seppuku avec une musique dramatique en fond. Et ce n'est pas privé. C'est public, cérémonial et exécuté avec la même précision qu'une cérémonie du thé, mais avec beaucoup plus d'hémorragies internes. Mais ne pensez pas que les paysans vivent plus longtemps. Si vous êtes fermier et que la récolte de riz échoue, vous mourrez de faim. Si votre village ne peut pas atteindre son quota de taxes, votre tête pourrait servir à faire passer un message très sévère. Sécheresse, peste, attaque de bandits, choisissez votre saveur de faim soudaine. Et bonne chance pour lutter contre tout ça quand votre médecine la plus avancée est du thé chaud et une forte croyance en l'optimisme à base de plantes. À propos des bandits, ils existent vraiment. Ils sont partout. Et il se fiche bien que vous ayez passé toute l'année à cultiver ces radis des cons. Les routes hors des villes sont si dangereuses que les gens ne voyagent que si c'est absolument nécessaire. L'expression « peut-être qu'on visitera ton cousin l'année prochaine » signifie en réalité « j'aime être en vie ». Si vous êtes une femme, l'accouchement est un coup de dé. Das complications? Tant pis. Les sages-femmes sont utiles, mais les options chirurgicales se résument principalement à prier plus fort et faites bouillir une autre serviette. Si votre mari meurt dans la disgrâce, on pourrait s'attendre à ce que vous le suiviez, pas émotionnellement, mais littéralement, avec un poignard. Et n'oublions pas la nature elle-même. Tremblement de terre, inondation, tsunami, famine. Le Japon est un artiste du désastre. Votre maison peut être emportée ou enterrée à tout moment. Et la seule assurance est un toit bien fixé et une profonde acceptation spirituelle. Mais peut-être la partie la plus sombre, on attend de vous que vous acceptiez tout cela avec calme. Pleurer de peur ou lutter contre le destin est considéré comme indigne. Un vrai héros s'incline devant la mort, compose un poème et rencontre sa fin comme un simple dîner gênant avec son clan. Donc oui, le Japon féodal est beau, mais la mortalité fait partie du décor. Dans la vie moderne, on vous dit de suivre vos rêves, d'être vous-même et de vivre votre vérité. Au Japon féodal, votre vérité est ce que votre clan vous dit qu'elle est. L'individualisme n'est pas une vertu. C'est un signal d'alarme. Vous n'existez pas comme une étoile solitaire du destin, mais comme une toute petite branche d'un arbre généalogique très important. Et votre rôle est d'empêcher cet arbre de prendre feu à cause d'un comportement embarrassant, comme exprimer des opinions ou tomber amoureux de la fille d'un marchand. Votre clan est tout. Votre identité, votre réputation, votre avenir, tout passe par votre nom de famille. Vous faites partie d'un réseau d'obligations, d'honneur et d'attentes si denses qu'il pourrait tout aussi bien être un tableau spirituel.
Même les samouraïs fiers, honorables guerriers, ne se battent pas pour eux-mêmes. Ils se battent pour leurs démis, leur maison, leurs ancêtres. Et s'ils meurent, idéalement, c'est d'une manière qui fait briller tous ceux qui sont au-dessus d'eux. Parce que mourir avec honneur, c'est une chose, mais mourir d'une façon qui embarrasse un peu votre clan. C'est le genre de cauchemar qui traverse les générations. Vos actions reflètent votre père. Les actions de votre père reflètent votre grand-père. Les actions de votre grand-père peuvent encore influencer la manière dont votre cousin est traité dans la province voisine. Ce n'est pas de la culpabilité par association. C'est la vie par association. Vous voulez ouvrir un restaurant de nouilles parce que vous aimez cuisiner? C'est adorable. Malheureusement, votre clan élève des chevaux, alors vous allez brosser des sabots jusqu'à nouvel ordre. Vous vous intéressez à la peinture? Excellent. Vous décorez le temple que votre famille sponsorise avec des directives strictes et dans un silence total. Et ne pensez même pas au scandale. Une liaison mal choisie, un incident en état d'ébriété ou un poème public un peu trop impertinent, et la honte retombe sur tout le monde. Vos frères et sœurs ostracisés. Votre mère mortifiée. Votre grand-oncle pourrait devoir se faire sépulcre juste pour restaurer la bonne réputation de la famille. Vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un représentant, une pièce d'échec et un handicap ambulant. Mais bon, si vous jouez bien votre rôle, que vous vous inclinez au bon moment et que vous épousez qui on vous dit, votre clan pourrait bien prononcer votre nom avec quelque chose qui ressemble à de la fierté. Et c'est la version japonaise féodale d'un badge d'accomplissement personnel. Disons que vous avez survécu à la hiérarchie sociale, au duel d'épée, au système d'honneur et à la taxe sur le riz. Félicitations. Maintenant, essayez de survivre au climat. Le Japon féodal est un chef-d'œuvre de beauté naturelle. Montagnes enneigées, forêts sereines, cerisiers en fleurs et un cauchemar absolu de chaos environnemental. Le paysage est magnifique. Le climat, lui, veut votre mort. Commençons par les typhons. D'énormes tempêtes qui arrivent comme des dieux en colère, apportant pluie, vent et la solidité d'un mur en papier de riz. L'astoits est semblant. Les routes disparaissent. Le riz que vous avez passé toute la saison à planter dérive doucement en aval. Puis il y a les tremblements de terre soudains, violents et complètement imprévisibles. Il n'y a pas de sirène d'alerte, pas de système d'alerte. Juste un léger grondement, un bref moment de confusion existentielle, et puis votre maison se retrouve de travers. Si vous survivez aux secousses, il faut encore craindre les incendies, car tout est en bois, y compris vos mauvaises décisions. Les inondations sont courantes. Trop de pluie et les rivières débordent. Votre village devient une soupe boueuse. Vos cultures se noient. Vos animaux s'échappent. Votre propriétaire veut toujours ses taxes, bien sûr maintenant avec des intérêts. Les sécheresses sont tout aussi cruelles. Des semaines de soleil impitoyables et pas une goutte de pluie laisse la terre fissurée et les rizières aussi, sèches que l'humour d'un moine. Vous priez les dieux. Vous faites des rituels. Vous regardez le puits du voisin avec une profonde suspicion. Et puis il y a l'hiver. Pas un pays des merveilles enneigées, plutôt un froid qui vous glace jusqu'aux os, des couvertures fines et des feux qui s'éteignent à minuit. Le chauffage n'est pas central. C'est une souffrance collective. Vous réchauffez vos mains au-dessus d'un brasero en argile en espérant que les engelures ne soient pas à la mode cette année. Même les volcans se joignent parfois à la fête. Le Japon fait partie de la ceinture de feu. Et oui, c'est aussi amusant que ça en a l'air. Les éruptions peuvent ensevelir des régions entières sous la cendre, la lave ou la réalisation embarrassante que votre sanctuaire est désormais un jardin de pierre. Il n'y a pas de FEMA, pas d'effort national de secours. Si votre maison s'effondre, vous la reconstruisez. Si votre nourriture se gâte, vous avez faim. Et si le domaine de votre seigneur est aussi touché, eh bien, vous devez toujours payer vos taxes. Le désastre, après tout, n'est pas une excuse. Au Japon féodal, la nature n'est pas un simple décor. C'est un rappel constant que même les dieux peuvent passer une mauvaise journée. Au Japon féodal, le pouvoir coule vers le bas. Tout comme les responsabilités, les attentes et les reproches. Vous pensez être important, détrompez-vous. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous. Disons que vous êtes paysan. Votre vie est gouvernée par le chef du village, qui répond au samouraï local, qui répond au démi, qui répond au shogun, qui peut-être murmure à l'oreille de l'empereur qui ne gouverne pas tant qu'il hante la capitale dans ses robes coûteuses. Même les samouraïs,
féroces défenseurs de la justice armés d'épées, ne sont pas au sommet. Ils passent leur vie à servir un seigneur, à attendre des ordres, et à combattre parfois dans des batailles qu'ils n'ont pas déclenchées, pour des terres qu'ils ne possèdent pas, pour une gloire qu'ils ne recevront jamais personnellement. En théorie, ils sont honorés. En réalité, ce sont des cadres moyens très bien habillés avec un katana. Les démis, ces puissants seigneurs qui contrôlent provinces et armées, peuvent sembler intouchables, jusqu'à ce que le shogun décide qu'ils deviennent trop audacieux. Alors soudain, leurs châteaux sont inspectés, leurs lettres interceptées, et leurs têtes délicatement retirées de leurs ambitions politiques. Même le shogun dictateur militaire, homme le plus puissant du Japon, doit garder un œil sur la cour, les clans, l'économie et au moins 4 cousins essayant d'empoisonner son thé. Il règne, oui, mais il ne dort pas bien. Pendant ce temps, l'empereur, techniquement au-dessus de tout le monde, n'a aucun pouvoir réel. Il est comme une relique sacrée qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on ne peut pas ignorer non plus. Il bénit les rituels, nomme les airs, et écrit parfois de la poésie. Il est aussi probablement fauché. Cette hiérarchie n'est pas flexible. On ne la grave pas. On est placé, et on reste immobile comme un bonsaï trop obéissant. L'ambition n'est pas admirée. Elle est crainte. Plus vous montez, plus vous vous approchez d'une épée dans le dos. Le respect est exigé vers le haut, et l'autorité est imposée vers le bas. Les ordres sont obéis, pas discutés. Les désaccords sont dangereux. Et toute indication que vous pensez être au-dessus de votre rang, ce n'est pas de l'ambition. C'est un souhait de mort en tenue de cérémonie. Donc, où que vous soyez paysan, marchand, samouraï ou seigneur, quelqu'un au-dessus de vous contrôle votre destin, et quelqu'un en dessous espère que vous trébucherez. Au Japon féodal, ce que vous apprenez, et si vous apprenez quelque chose du tout, dépend entièrement de votre place dans la hiérarchie sociale. Spoiler, si vous êtes près du bas, l'échelle est en grande partie invisible et parfois en feu. Commençons par le sommet. Les enfants samouraïs, ce sont les chanceux. Dès leur plus jeune âge, ils sont entraînés à la lecture, l'écriture, l'escrime, l'étiquette, la poésie, le tir à l'arc, l'équitation et l'art ancien de paraître constamment indifférent. Un garçon samouraï apprend à composer un poème de la mort à 14 ans. Vous appreniez juste la cursive. Leur éducation est rigoureuse, mais avec un but clair, servir, protéger et ne pas embarrasser le clan. Ils étudient les classiques chinois, les principes du Bushido et comment s'incliner avec une telle précision que les dieux en prennent des notes. Puis il y a les familles de marchands et d'artisans. Ils reçoivent une certaine éducation, généralement les maths, la tenue des registres, peut-être un peu de lecture, mais seulement ce qui est nécessaire pour les affaires. Vous ne lisez pas Confucius. Vous apprenez à calculer le coût des navets marinés en gros. Pratique? Oui. Glorieux? Pas vraiment. Les enfants paysans? L'éducation ressemble à ceci. Ceci est une eau. Ceci est du riz. Maintenant, commencez à travailler avant que le soleil ne nous devance. Vos parents vous enseignent comment cultiver, comment survivre et comment poliment ne pas mourir devant le collecteur d'impôts. L'alphabétisation est rare. L'école est un luxe. Le seul rouleau que vous lirez est celui cloué à un arbre expliquant pourquoi vos taxes viennent d'augmenter encore. Et les filles, sauf si vous venez d'une famille de haut rang, vous ne recevez pas beaucoup d'éducation formelle. Vous êtes formé aux compétences domestiques, couture, étiquette, cérémonie du thé et comment maintenir le silence tout en tenant une maison. Si vous avez vraiment de la chance, vous apprendrez peut-être la calligraphie ou la poésie tant que cela ne vous distrait pas du pliage du linge avec une précision spirituelle. L'éducation au Japon féodal n'est pas une question de développement personnel. Il s'agit de remplir votre rôle sans poser de questions. L'idée d'apprendre pour le plaisir ferait s'évanouir la plupart des anciens dans leur coupe de saké. Donc oui, le savoir est le pouvoir. Ce qui explique pourquoi il était si strictement contrôlé. Le Japon féodal est une terre d'esthétique à couper le souffle. Tout, de la courbe d'un éventail à la disposition d'une tasse de thé, semble conçu pour apaiser l'âme et impressionner vos ancêtres. Mais voici le piège. Vous pouvez et serez jugé si vous le faites mal. La culture au Japon féodal n'est pas juste de l'art. C'est une performance avec des conséquences. La façon dont vous arrangez les fleurs, versez le thé ou pliez un kimono n'est pas laissée au hasard. Elle suit des codes stricts qui existent depuis plus longtemps que toute votre lignée. Une fleur mal placée, et soudain vous êtes la risée du village, et pas de manière amusante ou coquette.
Prenons la cérémonie du thé, par exemple. Elle semble être un rituel calme et paisible. En réalité, c'est un chant de mine sociale. Tout est minuté. Chaque mouvement est chorégraphié. L'invité doit s'asseoir exactement comme il faut, tourner la tasse 2 fois, exprimer une gratitude humble et boire en silence tout en calculant mentalement s'il s'est incliné trop tôt, trop tard ou avec trop d'enthousiasme. Faire une erreur, au mieux, c'est gênant. Au pire, c'est perçu comme un défaut de caractère ou une faute morale héritée de votre déshonorant arrière-grand-oncle. Puis il y a la calligraphie, une belle forme d'expression. Non? Faux. C'est un test de discipline, de personnalité et de l'alignement de votre esprit intérieur. Ce coup de pinceau n'est pas juste de l'encre. C'est le reflet de la posture de votre âme. Une écriture brouillonne? Autant porter un panneau indiquant « émotionnellement instable et mauvais dans l'art de s'incliner ». Même la poésie est dangereuse. Vous n'écrivez pas simplement un haïku. Vous l'écrivez à la bonne saison, sur le bon type de papier, en utilisant une métaphore qui fait référence à la fois à la nature et à votre paysage émotionnel, sans être trop personnel. Trop passionné? Vous manquez de raffinement. Trop sec? Vous êtes spirituellement froid. Trop malin? Vous vous montrez, et maintenant personne ne vous invite à la fête d'observation de la Lune. La culture ici est un jeu délicat. Vous y participez non pas pour vous détendre, mais pour prouver que vous êtes posé, raffiné et profondément, mortellement effrayé d'avoir l'air inculte. La beauté au Japon féodal n'est pas sans effort. C'est un champ de bataille en robe de soie. Et si votre arrangement de cabana ne respecte pas les règles, eh bien, que les dieux aient pitié de votre bonsaï. Après tout ce que nous avons vu, la hiérarchie, l'hygiène, l'honneur, le riz sans fin, soyons honnêtes, vous ne tiendriez pas un jour au Japon féodal. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous êtes tendre, mais parce que cette société n'était pas conçue pour la survie. Elle était conçue pour la soumission, la précision et une obéissance silencieuse et implacable. Chaque instant était une épreuve de posture, de loyauté, de savoir si vous vous étiez incliné à la profondeur exacte, tout en récitant un salut saisonnier avec le ton émotionnel approprié. Si vous échouiez, il y avait des conséquences, la honte publique au mieux, la mort rituelle au pire. Il n'y avait pas de jour de congé, pas de « juste être soi ». Vous naissiez dans un rôle, receviez un script et étiez censé le jouer avec une élégance mortelle pour le reste de votre vie. Dévier n'était pas vu comme un acte de courage. C'était perçu comme dangereux. L'individu n'avait pas d'importance. Le clan avait de l'importance. Le seigneur avait de l'importance. La terre avait de l'importance. Si vous étiez samouraï, vous portiez le poids de siècles d'honneur et la menace bien réelle de devoir réciter un poème avant de vous ouvrir l'abdomen. Si vous étiez paysan, vous travailliez la terre de l'aube jusqu'à ce que votre colonne vertébrale devienne un point d'interrogation, en espérant que la météo ne vous trahisse pas, ni votre seigneur. Si vous étiez une femme, votre vie était un exercice soigneusement orchestré de grâce, de silence et de sacrifice. Et si vous étiez quelqu'un d'autre, eh bien, le système était conçu pour s'assurer que vous restiez exactement là où vous étiez. Le Japon féodal était beau, oui. D'une beauté à couper le souffle. L'architecture, les rituels, la poésie, l'art, tous méticuleusement orchestrés. Mais cette beauté avait des bords tranchants. Elle exigeait une discipline si rigide qu'elle pouvait briser des os. Elle demandait un respect si absolu qu'il avalait toute individualité. Alors non, vous ne tiendriez pas. Vous parleriez hors de votre tour, ou ririez trop fort, ou franchiriez accidentellement un seuil du pied gauche au lieu du droit. Vous oublieriez de vous incliner. Vous poseriez une question. Vous voudriez changer quelque chose. Et cela suffirait à faire de vous une menace pour l'ordre. Mais c'est là toute la grandeur et la tragédie du Japon féodal. Ce n'était pas fait pour être facile. C'était fait pour durer. À une époque où les femmes avaient à peine le droit de parler en public, et encore moins de commander une armée, Artémise de Carie existait comme une anomalie historique, quelqu'un qui, selon toutes les règles de la société antique, ne devrait tout simplement pas exister. Et pourtant, la voilà, assise sur un trône, portant le double fardeau de reine et de commandante navale, préparant la guerre aux côtés de certains des hommes les plus puissants du monde antique. Artémise régnait sur Halicarnasse, une ville nichée sur la côte sud-ouest de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Techniquement vassale de l'immense empire perse, Halicarnasse faisait partie d'un patchwork de territoires,
souvent pris dans l'attraction gravitationnelle des puissances régionales. Mais Artémise n'a pas simplement hérité d'une position politique. Elle en a fait une position dangereuse. Elle était grecque de sang, perse de loyauté et femme de nature. Chacune de ces identités portant un poids immense à une époque dominée par le fer et la testostérone. Son père était probablement d'ascendance carienne, tandis que sa mère venait de l'île de Crète. À la mort de son mari, au lieu de céder la place à un successeur masculin, Artémise prit les rênes du pouvoir. Cela était déjà un acte de défi silencieux. Mais elle ne s'est pas arrêtée à régner. Elle voulait conquérir. Lorsque Xerxès le Grand lança sa légendaire invasion de la Grèce vers 480 avenue J. C., Artémise fit ce qu'aucune autre femme de son temps n'osa, elle se porta volontaire pour la guerre. Pas pour panser des blessures ou offrir des prières à distance sécurisée, mais pour commander des navires et risquer la mort. Elle fournit 5 de ses propres navires élégants, rapides, mortels, et les mena personnellement au cœur de la bataille. Et Xerxès, souverain d'un empire s'étendant de l'Inde à l'Égypte, ne se contenta pas de tolérer sa présence. Il l'écouta. Il la respecta. C'était un acte audacieux. Certains diraient faux. Une Grecque combattant pour la Perse, traîtresse. Une femme sur un navire de guerre, impensable. Mais Artémise savait ce qu'elle faisait. Elle n'était pas motivée par la loyauté envers les lignées ou les empires. Elle jouait le jeu de la survie et du pouvoir. Et elle y excellait mieux que la plupart des hommes qui l'entouraient. Dans un monde façonné par des hommes armés d'épées, Artémise n'a pas demandé la permission. Elle a construit sa flotte, navigué dans l'histoire, et défié quiconque de l'arrêter. En s'alliant à Xerxès, Artémise a effectivement déclaré la guerre à son propre peuple, les Grecs. C'était une décision qui souleva des sourcils bien avant qu'une seule rame ne touche l'eau. Et ce n'était pas que les murmures habituels de trahison. C'était personnel. Pour les Grecs, elle était une traîtresse en robes élégantes, une reine devenue mercenaire, une femme qui avait troqué son héritage pour la faveur à la table d'un roi étranger. Mais Artémise ne semblait pas du tout perturbée. Au contraire, elle a redoublé d'efforts. Elle a mené la campagne comme si elle appartenait à la haute table du pouvoir perse. Et à bien des égards, c'était le cas. Xerxès, célèbre pour s'entourer de guerriers brutaux et de flatteurs, trouva en Artémise quelque chose qu'il rencontrait rarement, l'honnêteté. Une honnêteté franche et perçante. Elle ne lui disait pas ce qu'il voulait entendre, mais ce qu'il avait besoin de savoir. Lors des conseils, entourée de généraux décorés et de satrapes aux bottes ensanglantées, Artémise parlait avec clarté et stratégie. Et elle avait rarement tort. Ses conseils étaient précis, tactiques, et souvent ponctués d'avertissements que les autres étaient trop fiers pour exprimer. Avant la fameuse bataille de Salamine, elle exhorta Xerxès à éviter une confrontation navale directe avec les Grecs, avertissant que les détroits étroits annuleraient l'avantage numérique de la Perse. Mais Xerxès, emporté par sa confiance excessive et la flatterie, l'ignora. Cette décision allait le hanter. Même parmi ses alliés perses, la présence d'Artémise était source de tension. Beaucoup de commandants lui reprochaient son autorité. Après tout, elle n'était pas seulement une femme. Elle était une femme grecque, une femme qui disait la vérité au pouvoir et commandait ses propres navires avec une précision déconcertante. Elle n'était pas là en tant que figure de proue ou mascotte symbolique. Elle était là pour gagner. Et cela déstabilisa plus d'un guerrier moustachu qui avait passé sa vie dans l'art de la conquête. Pendant ce temps, en Grèce, son nom se répandait comme une tache. Hérodote lui-même, originaire d'Halicarnasse, semblait à la fois fasciné et perplexe à son sujet. Il la documenta avec ce mélange d'admiration et de suspicion généralement réservé aux créatures mythiques. Pour certains, elle était Méduse en cuirasse. Pour d'autres, un génie incompris avec l'audace de penser comme un homme. Et mieux que la plupart d'entre eux, Artémise était bien des choses, loyaliste, stratège, traîtresse, visionnaire. Mais par-dessus tout, elle était un animal politique qui comprenait une vérité dure. En temps de guerre, l'identité se plie. Seul le pouvoir reste. S'il y a un moment qui a mis à l'épreuve le génie et l'audace d'Artémise, c'est la bataille de Salamine. Ce n'était pas une bataille ordinaire. C'était l'affrontement naval des guerres gréco-perses. La flotte persée, massive et trop confiante, affrontait une marine grecque bien plus petite mais stratégiquement positionnée dans les détroits étroits près d'Athènes. C'est là que la campagne de Xerxès allait vaciller.
Et c'est là qu'Artémise allait accomplir l'un des coups tactiques les plus surprenants de sa carrière. Revenons un peu en arrière. Artémise avait averti Xerxès de ne pas engager les Grecs dans ses eaux étroites. Elle argumenta, à juste titre, que leur meilleure maniabilité et leur connaissance du terrain annuleraient l'avantage numérique perse. Mais Xerxès, ivre de chiffres et d'orgueil, ignora son avertissement. Il voulait une victoire spectaculaire. Ce qu'il obtint à la place fut l'humiliation. Alors que la bataille faisait rage, le chaos engloutissait les lignes perses. Les navires s'entrechoquaient, les formations se brisaient, et les trirèmes grecs fonçaient comme des requins entre les lourds vaisseaux. Ce fut un massacre, et au milieu de tout cela se trouvait Artémise, commandant son navire amiral, entouré d'alliés et d'ennemis, tentant de survivre à une bataille en train de s'effondrer. C'est ici que les choses deviennent folles. Poursuivie sans relâche par un navire grec, Artémise prit une décision que les historiens débattent encore aujourd'hui. Elle ordonna à son navire de percuter et de couler un autre vaisseau perse, celui d'un roi allié, rien de moins. Ce geste fut si inattendu que les Grecs, supposant qu'elle devait être de leur côté, cessèrent de la poursuivre. Elle s'échappa indemne. Xerxès, observant depuis une colline, aurait assisté à la scène et se serait exclamé à ses aides. « Mes hommes sont devenus des femmes, et mes femmes sont devenues des hommes. » Ce fut sans doute la plus haute louange qu'il ait jamais adressée à un subordonné, surtout à quelqu'un qui venait de sacrifier un navire ami pour se sauver. Mais le geste d'Artémise n'était pas seulement une question de survie. C'était de la stratégie, de la diversion, et un calcul froid réunis en un seul acte. Elle lut le champ de bataille en temps réel et prit une décision en une fraction de seconde qui sauva son navire, son équipage et peut-être sa propre vie. Ce fut controversé, ce fut brutal, mais cela fonctionna. Alors que beaucoup de commandants perses périrent ce jour-là ou tombèrent en disgrâce, Artémise revint non pas en échec, mais comme l'une des rares dirigeantes en qui Xerxès avait encore confiance. La flotte perse regagna Salamine boitant, humiliée. Des navires furent perdus, le moral brisé et le mythe de l'invincibilité navale perse anéanti. Pour de nombreux commandants, ce fut le début de la fin, mais pour Artémise, ce fut une étrange forme de triomphe. Au milieu d'une campagne désastreuse, elle émergea comme la seule figure compétente, quelqu'un qui avait averti le roi, agi avec détermination et échappé indemne. Xerxès le remarqua. De retour sur terre, en train de panser les blessures de la défaite, la machine de guerre perse dut changer de stratégie. Et dans un rare moment de confiance sincère, Xerxès se tourna une fois de plus vers Artémise, non pas comme une curiosité, mais comme sa conseillère la plus fiable. Il lui posa une question profondément personnelle, que devait-il faire ensuite? Artémise, toujours franche, lui dit exactement ce qu'aucun empereur fier ne voulait entendre, battre en retraite. Elle l'exhorta à retourner en Perse et à laisser son général de confiance, Mardonio, à la tête de la campagne restante en Grèce. Tu as accompli ce que tu devais. Athènes a brûlé. Ne tente pas ta chance davantage. C'était essentiellement son message. Et, incroyable, Xerxès écouta. L'homme qui avait ignoré la plupart des conseils de son conseil de guerre suivit les recommandations d'une seule femme. Ce fut un moment qui confirma ce que d'autres ne faisaient que suspecter. Artémise n'était pas seulement courageuse. Elle était politiquement redoutable. Elle savait quand se battre, quand tromper, et maintenant, quand se retirer. Son pouvoir ne venait pas de la force brute. Il venait de la clarté, une qualité rare chez les rois et conquérants. Par la suite, elle fut chargée de la garde des fils de Xerxès, un honneur qui en disait long. Dans les cours antiques, on ne confiait pas ses héritiers à n'importe qui. On choisissait quelqu'un dont la loyauté était inébranlable et dont le jugement pouvait être digne de confiance. Artémise, une femme née aux confins de l'Empire, s'était désormais placée en plein cœur de celui-ci. De retour à Halicarnasse, elle revint non pas en reine incertaine de sa place, mais en figure de proie indéniable. Sa légende commençait à prendre racine. Elle n'était plus simplement une dirigeante. Elle était la femme qui avait tenu tête aux empires sans jamais cligner des yeux. Alors que la plupart auraient cherché la sécurité et le silence, Artémise avait embrassé la guerre et était revenue, d'une certaine manière, plus puissante qu'à son départ. Si les exploits militaires d'Artémise lui valurent une certaine notoriété, son héritage ne grandit pas seulement sur le champ de bataille. Il prospéra aussi dans l'esprit de ceux qui le consignèrent. Notamment sous la plume d'Hérodote,
le soi-disant père de l'histoire, qui, par hasard, était né à Halicarnasse, la même ville que celle qu'Artémise dirigeait. Cette coïncidence géographique ajouta une intimité presque étrange à son récit de sa vie. Il n'écrivait pas sur un mythe lointain. Il écrivait sur sa reine. Pourtant, Hérodote ne la présenta ni comme une caricature de la vertu féminine, ni comme une méchante. Il la dépeignit comme quelque chose de beaucoup plus rare dans les archives historiques, une dirigeante compétente, calculatrice et captivante. Son récit de la bataille de Salamine met en lumière non seulement son courage, mais aussi son pragmatisme froid, le naufrage du navire allié, l'évasion dans la confusion grecque, la brutalité brillante de l'ensemble. Dans l'œuvre d'Hérodote, Artémise devient plus qu'une commandante. Elle devient une contradiction à la fois admirée et redoutée, respectée et suspectée. Mais ne vous méprenez pas, ce respect fut durement gagné. Elle existait à l'ombre des hommes puissants comme Xerxès et Mardonion. Mais d'une manière ou d'une autre, elle les surpassa tous. Tandis qu'ils se noyaient dans l'ambition, elle flottait sur la clairvoyance. Elle savait quand se battre et quand disparaître. Ce genre de sagesse est rare, encore plus rare quand elle vient d'une femme dans un monde qui associait féminité à fragilité. Et c'est peut-être cela qui fascina le plus Hérodote. Artémise ne correspondait pas. Pas au moule culturel de son époque, et certainement pas aux catégories confortables que les historiens aiment construire. Elle n'était pas une rebelle, mais elle désobéissait. Elle n'était pas féministe, car ce concept n'existait pas, mais elle sapait le patriarcat par la seule compétence. Son héritage se répandit discrètement, non par des monuments ou des statues dorées, mais par des histoires, des échos transmis par des hommes contraints d'admettre qu'elle était meilleure qu'eux. Dans les conseils de guerre, elle les surpassait en stratégie. Sur le champ de bataille, elle les dépassait en manœuvre. Et en politique, elle leur survécut. Malgré tout leur bruit, les hommes de son temps eurent finalement besoin de scribes pour maintenir leur mémoire vivante. Artémise avait quelque chose de mieux. Ou, comme Hérodote posa son rouleau et trempa à nouveau sa plume, il n'écrivait pas seulement l'histoire. Il enregistrait une énigme en forme de reine. Étrangement, le nom d'Artémise ne disparut pas après sa mort. Environ un siècle plus tard, il réapparut, cette fois sous la forme d'une autre reine, Artémise II de Carie, une homonyme et probablement une descendante qui régna aussi sur Halicarnasse. Mais si la deuxième Artémise ne commanda jamais de flotte au combat, elle grava aussi son nom dans les os de l'histoire, au sens littéral. Sa renommée? Avoir fait construire l'une des 7 merveilles du monde antique, le mausolée d'Halicarnasse. La deuxième Artémise commanda ce tombeau imposant en marbre pour son mari Mosole, qui était aussi son frère, car la politique dynastique antique savait toujours devenir embarrassante. Mais ce n'était pas seulement un hommage au deuil. C'était une déclaration, un monument pour porter une identité et un écho de la force que la première Artémise avait jadis exercée. Les historiens débattent depuis longtemps pour savoir si les deux femmes étaient directement liées. Mère et fille, tante et nièce, voire pas du tout parentes. Mais une chose est claire, le nom d'Artémise était alors devenu synonyme de pouvoir, d'intelligence et de règne audacieux. L'héritage de la reine originelle s'était si profondément imprégné dans l'identité d'Halicarnasse que les générations futures le portaient comme une armure. Encore plus fascinant est le fait que le mausolée de la deuxième Artémise nous ait légué le mot même que nous utilisons aujourd'hui pour désigner les tombeaux monumentaux, mausolée. Un héritage linguistique né de la pierre, du chagrin et du théâtre politique. Et si la deuxième Artémise était connue pour son deuil, elle fut aussi une dirigeante compétente, poursuivant la lignée du leadership féminin dans un coin du monde antique où cela était tout sauf normal. Mais n'oublions pas, les bases de tout cela furent posées par la première Artémise. La commandante Navali, la reine qui conseilla Xerxès, la femme qui navigua dans le monde grec à la fois comme initiée et étrangère. Sans elle, ce nom aurait pu s'effacer. Halicarnasse aurait pu n'être qu'une autre ville oubliée sur une côte oubliée. Au lieu de cela, elle devint un phare, un lieu où deux femmes puissantes façonnèrent l'histoire. Non par accident, mais par audace. Leurs histoires, bien que séparées par le temps, se parlent à travers les siècles. L'une avec des navires, l'autre avec la pierre, et toutes deux avec des noms que l'histoire n'a jamais vraiment pu enterrer. L'histoire d'Artémise a toujours vécu dans l'entre-deux entre empires, entre genres, entre légendes et histoires.
Et nulle part cela n'est plus évident que dans la manière dont son héritage a été débattu, plié et réinterprété au fil des siècles. Était-elle une marionnette perse, une traîtresse grecque, ou simplement une souveraine jouant aux échecs pendant que d'autres brandissaient des épées? Pour les Perses, elle était une commandante loyale. L'une des rares à donner des conseils judicieux et à combattre avec distinction. Xerxès lui faisait manifestement plus confiance que beaucoup de ses généraux aguerris. Cela en dit long sur son intelligence politique et son sang-froid sous pression. Dans le monde perse, sa loyauté était vue comme honorable, peut-être même héroïque. Pour les Grecs, c'était plus compliqué. Beaucoup la considéraient comme une renégate, quelqu'un qui avait trahi ses racines helléniques pour prendre le parti d'un despote oriental. Et pourtant, même les chroniqueurs grecs, notamment Hérodote, ne purent s'empêcher d'admirer son intelligence et sa ruse. Elle fut, à bien des égards, un miroir de leurs propres contradictions, prouvant que tous les Grecs ne soutenaient pas la Grèce, et que tous les Perses n'étaient pas des méchants. Elle défiait les lignes que la guerre tentait de tracer. Et puis il y a la vision moderne, où historiens et lecteurs continuent de débattre de ce qu'elle représente. Une icône féministe avant l'heure? Peut-être. Un symbole d'un leadership astucieux dans un monde fait pour l'exclure? Absolument. Son héritage fascine non pas parce qu'elle correspondait au moule des reines antiques, mais parce qu'elle l'a brisé. Dans les cercles militaires, elle est encore citée dans les histoires navales. Souvent comme un cas rare de femme commandant des navires de guerre dans l'Antiquité. Dans les cercles littéraires et politiques, elle apparaît comme un symbole de raison à une époque du bris. Et dans la culture populaire, elle réapparaît parfois déformée, parfois glorifiée, mais toujours reconnaissable. Mais voici la vérité. Artémise se moquait de l'héritage. Pas comme nous l'entendons. Elle ne bâtissait pas une marque ni n'écrivait de mémoire. Elle essayait de survivre, de régner, de gagner. Et c'est ce qui rend son histoire si durable. Elle n'a pas été façonnée par la vanité ou la mythologie. Elle a été façonnée par des décisions difficiles, controversées et le plus souvent, justes. Elle n'appartenait pas à la Perse. Elle n'appartenait pas à la Grèce. Elle appartenait à elle-même. Au fil des siècles, l'histoire d'Artémise fit ce que toutes les grandes histoires font un jour. Elle muta. Elle ne fut plus seulement une figure historique. Elle devint mythe, métaphore et parfois monstre. Écrivains et dramaturges la réinventèrent à leur guise. Dans certains récits, elle était une séductrice cruelle. Dans d'autres, une reine guerrière possédée par la soif de sang. La vraie Artémise, la tacticienne, la réaliste, la survivante, fut ensevelie sous des couches de fantasmes et de peur. Une partie de cette déformation venait d'une vérité simple. Les hommes ne savaient pas quoi faire d'elle. Une femme qui donnait des ordres, qui ne flanchait pas face à la guerre, qui disait aux rois qu'ils avaient tort et le prouvait. Cela ne passait pas bien dans le monde antique. Alors, les conteurs firent ce qu'ils font souvent face à une femme qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils la réécrivirent. Une légende étrange prétendait qu'elle serait tombée follement amoureuse d'un homme qui ne lui rendait pas ses sentiments. Dans un accès de désespoir, elle se serait jetée d'une falaise. Pas exactement le genre de geste d'une commandante navale implacable, mais cela servait le récit de la force transformée en tragédie. Une autre version la dépeignait comme une intrigante venimeuse, plus sorcière que reine. C'est un schéma qui se répète à travers l'histoire. Quand une femme accède au pouvoir par l'intellect ou l'audace, les générations suivantes la transforment soit en demoiselle fragile, soit en méchante diabolique. Artémise a subi ces deux traitements, aucun des deux ne rendant justice à la vérité. La véritable Artémise ne régnait ni par la séduction, ni par la superstition. Elle régnait par la vision, la raison et un brillant sens stratégique froid. Elle jouait le jeu des hommes selon ses propres règles et gagnait. C'est cela, plus que tout, qui terrifia ceux qui suivirent. Parce que si une femme pouvait le faire, qu'est-ce qui empêcherait les autres? Même de nos jours, les adaptations continuent de la déformer. Hollywood, par exemple, l'a relookée en femme fatale assoiffée de vengeance dans Astérisque 300, la naissance d'un empire astérisque. Divertissant? Sans doute. Exact? Absolument pas. Mais le fait qu'elle attire encore l'attention, qu'elle exige toujours d'être réinventée, prouve une chose. Son héritage a des crocs. La femme qu'il craignait n'est pas morte. Elle a évolué, en mythe, en mémoire, et en la longue et inconfortable question que l'histoire continue de poser. Et si plus de femmes avaient été comme Artémise? Quand Artémise de Carie disparut des archives, elle ne disparut pas de l'histoire.
Elle changea simplement de forme. Comme l'assillage laissé par un navire de guerre, son héritage ondula longtemps après qu'elle ait fait son dernier voyage. Aucun grand tombeau ne marque sa dernière demeure. Aucune statue ne survit portant son effigie. Et pourtant, sa présence perdure, gravée dans les os d'Halicarnasse, chuchotée dans les pages des chroniques anciennes, et débattue dans les salles de tous les historiens tentant de comprendre comment elle a accompli l'impossible. Parce que la vie d'Artémise fut précisément cela, impossible. Elle régna à une époque où les femmes n'étaient pas censées régner. Elle combattit dans des guerres où les femmes n'étaient pas censées combattre. Elle donna des conseils là où les femmes n'étaient pas censées parler. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle fut entendue. Elle n'était pas simplement tolérée. Elle était respectée. C'est peut-être son exploit le plus rare. Non seulement survivre dans le monde antique en tant que femme au pouvoir, mais gagner une admiration à contre-cœur qui faisait même hésiter ses ennemis. Des siècles plus tard, son nom reste un paradoxe, à la fois exalté et occulté. Elle n'est pas devenue un nom aussi célèbre que Cléopâtre ou Jeanne d'Arc, mais cela semble approprié. Artémise ne courait pas après la légende. Elle courait après les résultats. Elle n'était pas parée de beauté mythique ni d'un roman tragique. Elle était une dirigeante, une réaliste, une stratège. Son drame ne se jouait pas en poésie, mais dans le silence des salles de guerre, dans les espaces confinés d'un navire, et dans le regard long d'un roi qui choisit d'écouter. Aujourd'hui, son histoire invite à une réévaluation, non seulement comme le récit d'une femme dans un monde d'hommes, mais comme un rappel que le courage ne porte pas toujours une couronne ni ne brandit une épée. Parfois, il se tient en marge du pouvoir, dit l'inconfortable, et navigue droit dans le chaos. Artémise n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle n'avait pas besoin d'être réécrite. Ce dont elle avait besoin, ce qu'elle mérite encore, c'est d'être rappelée telle qu'elle était. Aiguisi, dangerous, brillante. Dans un empire construit par des hommes, elle traça sa propre voie à travers des mers hostiles, contre la gravité culturelle et à travers le brouillard de la guerre. Et tant que les navires vogueront et que l'histoire se souviendra de ceux qui osent parler quand le silence est plus sûr, Artémise de Carie ne disparaîtra jamais vraiment. Avant les lentilles et les satellites, avant que Copernic n'ose réarranger le cosmos, l'humanité ne disposait que de deux outils pour percer les secrets du ciel, l'œil nu et la pierre. Et, d'une manière ou d'une autre, cela suffisait. À travers le monde antique, les civilisations levaient les yeux. Non seulement en admiration, mais avec une intention. Les étoiles n'étaient pas de simples décorations. Elles étaient des calendriers, des boussoles, des dieux et des prophéties. Et ainsi commença la plus ancienne des sciences, l'astronomie. Bien avant qu'elle ne porte un nom, l'astronomie était une nécessité. Les agriculteurs avaient besoin de savoir quand planter. Les marins, comment naviguer. Les prêtres, quand accomplir le rituel adéquat au bon moment céleste. Et les astronomes, souvent indistincts des prêtres, rois ou mathématiciens, étaient ceux sur qui tout le monde comptait. Mais sans télescope, comment faisaient-ils? Ils construisaient des temples, non seulement pour le culte, mais pour l'observation. D'immenses structures comme Stonehenge en Angleterre, Nabta Playa en Égypte, et les grandes pyramides de Mésoamérique n'étaient pas seulement des tombeaux ou des hôtels. C'étaient des observatoires, soigneusement alignés sur les mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles. Beaucoup étaient conçus pour capter des motifs lumineux spécifiques lors des solstices et des équinoxes. Une architecture sacrée à but astronomique. Le grand temple d'Amon-Ra à Karnak en Égypte, par exemple, était orienté de sorte que le soleil se lève précisément entre ses pylônes lors du solstice d'été. Les Mayas de Chichén Itzá construisirent El Castillo, une pyramide qui projette l'ombre d'un serpent descendant son escalier aux équinoxes de printemps et d'automne. En Inde, d'immenses instruments en pierre comme le jantar mantar permettaient aux astronomes de suivre la déclinaison des corps célestes avec une précision remarquable. Ce n'étaient pas des accidents, ce n'étaient pas des suppositions grossières. C'étaient des exploits délibérés, basés sur des données d'ingénierie cosmique. Et ils n'étaient pas isolés. Des Andes au Nil, de Babylone à Pékin, les humains construisaient en pensant aux étoiles, façonnant la pierre avec la lumière des étoiles. Ils traçaient les mouvements planétaires, les éclipses et même les rétrogradations avec rien d'autre que patience, observation et un profond sens de l'ordre cosmique. Le ciel n'était pas seulement observé, il était mesuré, cartographié et intégré jusqu'aux fondations même de leur cité.
Bien avant que le verre ne puisse agrandir les cieux, les civilisations enregistraient déjà leur rythme dans la pierre, en silence, avec une précision étonnante. Dans les plaines inondables brûlées par le soleil de l'ancienne Mésopotamie, les Sumériens levaient les yeux et voyaient non seulement des étoiles, mais une structure. Vers 3000 avenue Jésus-Christ, ils ne se contentaient pas de raconter des histoires sur les cieux. Ils organisaient la vie autour d'eux. Pour les Sumériens, le ciel n'était pas aléatoire. C'était un calendrier cosmique, et leur tâche était de l'interpréter correctement. Ces premiers astronomes posèrent les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la mécanique céleste. Ils observèrent les mouvements réguliers du Soleil, de la Lune et des planètes et réalisèrent que ces mouvements n'étaient pas chaotiques. Ils étaient des horloges. C'est ainsi qu'ils développèrent l'un des calendriers les plus anciens connus, divisant l'année en fonction du cycle lunaire. Ce n'était pas parfait, mais c'était remarquablement efficace pour suivre les événements agricoles et rituels. Et parlant du temps, les Sumériens nous ont donné le système sexagésimal, la méthode de comptage en base 60 toujours intégrée dans la manière dont nous mesurons les minutes, les secondes et les degrés. Quand vous regardez une horloge affichant 60 minutes dans une heure ou 360 degrés dans un cercle, vous répercutez une pensée vieille de 5000 ans. Ils n'avaient pas de télescope, mais ils avaient des ziggourats, des tours à degrés s'élevant vers les cieux. Depuis ces plateformes, les prêtres astronomes tenaient des registres précis sur des tablettes d'argile, notant quand Vénus apparaissait à l'horizon, quand la Lune devenait rouge lors d'une éclipse, ou quand un amas d'étoiles réapparaissait après des mois cachés sous l'horizon. Leur nom pour ces observateurs, Umanu, les savants, à la fois scientifiques et guides spirituels. Au fil du temps, l'observation des étoiles par les Sumériens évolua vers quelque chose de plus systématique. Leurs descendants, les Babyloniens, compilèrent d'immenses catalogues d'étoiles, prédirent les éclipses avec une précision troublante et donnèrent des noms à des constellations encore utilisées aujourd'hui. Mais tout commença avec les Sumériens qui griffonnaient les mouvements célestes en cunéiforme et posaient les premiers registres astronomiques que nous ayons jamais trouvés. Ce qui impressionne le plus, c'est la manière dont cette science primitive se mêlait parfaitement à la mythologie. Pour eux, le ciel était divin mais prévisible. Les dieux se déplaçaient selon des schémas. Et si vous compreniez ces schémas, vous pouviez synchroniser vos récoltes, vos rituels et votre destin. Les Sumériens ne levaient pas seulement les yeux en admiration. Ils regardaient et commençaient à mesurer. Et ce faisant, ils entamaient la longue relation de l'humanité avec les étoiles. Si les Sumériens allumèrent la première flamme de l'astronomie, les Babyloniens y jetèrent de l'huile et en firent un brasier de précision. Lorsque leur empire prospéra vers 1800 avenue Jésus-Christ, les astronomes babyloniens ne se contentaient pas d'observer le ciel. Ils le prédisaient. Éclipses, conjonctions planétaires, mouvements rétrogrades, tout était cartographié, consigné et projeté avec une régularité étonnante. Ils ne faisaient pas de suppositions. Ils calculaient en. Les Babyloniens prirent l'héritage d'observation des Sumériens et le renforcèrent avec les mathématiques. Ils enregistrèrent les positions des étoiles, des planètes et de la Lune sur des tablettes d'argile connues aujourd'hui sous le nom d'Enuma Anu Enlil et de Mule-Lapin, parmi les plus anciens textes astronomiques connus. Ce n'étaient pas des histoires pour s'endormir. C'étaient des données brutes. Ligne après ligne, les mouvements célestes. Quand Vénus se lèverait, combien de temps elle brillerait, quand une éclipse solaire pourrait frapper. Ces tablettes étaient en fait les premiers almanachs du monde. La partie la plus remarquable, ils pouvaient prédire les éclipses lunaires en utilisant un schéma appelé cycle de Saros, une période d'environ 18 ans après laquelle les éclipses se répètent. Ils ne comprenaient pas pourquoi cela fonctionnait, mais ils savaient que ça fonctionnait, et cela leur suffisait. Pour une culture qui fusionnait divination et astronomie, la capacité de prévoir les événements cosmiques leur conférait un immense pouvoir, tant spirituel que politique. Et si les Grecs sont souvent crédités de l'invention du zodiaque, la vérité est que les Babyloniens les ont devancés. Ils divisèrent le ciel en 12 parties égales, chacune ancrée à une constellation, posant ainsi les bases des signes du zodiaque que nous utilisons et utilisons mal, encore aujourd'hui. Oui, lorsque quelqu'un vous demande votre signe, vous pouvez remercier Babylone. Mais ce qui distingue vraiment les Babyloniens, c'est leur audace mathématique. Ils suivirent les mouvements planétaires, même les trajectoires rétrogrades, et utilisèrent des méthodes arithmétiques pour approximer les cycles célestes. Pas de modèle géométrique,
Cela viendrait plus tard avec les Grecs, mais des calculs arithmétiques qui fonctionnaient. Et pour des fins pratiques, c'était amplement suffisant. Ils voyaient l'univers comme un registre de motifs, une immense machine de cycles répétés. Et leurs astronomes n'étaient pas seulement des mystiques ou des prêtres. C'étaient des scientifiques précoces, penchés sur des tablettes, déchiffrant les rythmes du cosmos en symboles et en chiffres. Dans le silence, ils écrivaient le ciel. Pendant que les Babyloniens s'affairaient à prédire les éclipses, les anciens Égyptiens plaçaient leur civilisation entière sous la garde des étoiles, au sens propre. Dans la vallée du Nil, l'astronomie n'était pas qu'une curiosité. C'était une question de survie. Et au cœur de tout cela brillait une étoile unique, Sirius, la lumière la plus brillante du ciel nocturne. Les Égyptiens remarquèrent quelque chose d'extraordinaire. Chaque année, juste avant la crue annuelle du Nil, Sirius réapparaissait à l'horizon à l'aube. Cet événement, appelé lever héliaque de Sirius, devint la pierre angulaire de leur calendrier. Ce n'était pas seulement poétique, c'était vital. Les eaux du Nil déterminaient les cycles agricoles, et manquer cette fenêtre pouvait signifier famine. Ainsi, les Égyptiens créèrent un calendrier solaire de 365 jours divisé en 12 mois de 30 jours, plus 5 jours de fête. C'était remarquablement proche de notre calendrier moderne, plusieurs siècles avant l'intervention de Jules César. Mais les Égyptiens ne s'arrêtèrent pas à Sirius. Ils observaient le soleil, la lune et les étoiles depuis leur temple, dont beaucoup étaient alignés avec une précision astronomique étonnante. Le temple de Karnak, par exemple, était orienté de façon à ce que le soleil se lève directement selon son axe lors du solstice d'été. D'autres temples étaient alignés avec les levers et couchers d'étoiles considérés comme sacrés. Et puis il y avait les pyramides. La grande pyramide de Gizeh, construite vers 2560 avenue Jésus-Christ, était presque parfaitement alignée avec les points cardinaux. Ces conduits pourraient avoir été dirigés vers des étoiles spécifiques, peut-être Orion et Sirius, suggérant une connexion céleste entre les cieux et le voyage du pharaon vers l'au-delà. Ce n'était pas simplement de l'architecture funéraire. C'était de l'ingénierie cosmologique. Les prêtres égyptiens remplissaient souvent un double rôle d'astronomes. Ils observaient le ciel non seulement pour le calendrier rituel, mais aussi pour détecter des signes, des présages et la volonté des dieux. L'astronomie, la théologie et le gouvernement étaient étroitement liés. Gouverner l'Égypte signifiait comprendre le ciel. Ce qui est remarquable, c'est que sans télescope, sans même de lentilles, ils développèrent un système entier pour mesurer le temps, orienter les bâtiments et prévoir les événements naturels. Tout cela grâce à une observation patiente et une précision implacable. Les Égyptiens ne regardaient pas le ciel pour se divertir. Ils y voyaient une horloge divine qui battait avec un but, résonnant avec l'éternité. Au cœur des jungles mésoaméricaines, bien avant que les Européens ne foulent le Nouveau Monde, les Mayas construisaient l'un des systèmes astronomiques les plus sophistiqués que le monde ait jamais vus. Sans outils métalliques, sans roues et sans télescope, ils cartographiaient les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles avec une précision qui étonne encore les chercheurs modernes. Pour les Mayas, l'astronomie n'était pas un luxe réservé à une élite lettrée. C'était le cadre même de la société. Leurs dirigeants étaient vus comme des intermédiaires cosmiques, et chaque événement politique ou religieux majeur était calé sur un pendant céleste. Les éclipses, solstices, équinoxes et cycles de Vénus n'étaient pas seulement observés. Ils étaient utilisés pour légitimer le pouvoir. L'une de leurs réalisations les plus remarquables fut le suivi de Vénus. Les Mayas remarquèrent que Vénus disparaissait et réapparaissait dans le ciel selon un cycle répétitif de 584 jours, et ils intégrèrent ce rythme dans leur système de guerre rituelle et de calendrier. Le Codex de Dresde, l'un des rares manuscrits précolombiens encore existants, contient une table de Vénus qui suit les mouvements de la planète sur plusieurs centaines d'années avec une erreur inférieure à un jour. Ils ne s'arrêtèrent pas là. Les Mayas possédaient un calendrier à long compte capable de suivre les dates sur des périodes de plusieurs milliers d'années. Ils comprenaient l'année solaire avec une précision incroyable, environ 365,20 jours, remarquablement proche de la valeur moderne. Leur système calendaire était si raffiné que plusieurs fonctionnaient simultanément. Le calendrier rituel de 260 jours, le Tzolk'in, le calendrier solaire de 365 jours, le Hab, et le long compte pour la chronologie historique. Et les observatoires, ils ne disposaient pas de dômes en verre,
mais possédait un génie en pierre. L'observatoire El Caracol à Chichén Itzá fut construit avec des fenêtres et des alignements spécifiques permettant aux prêtres mayas de suivre les mouvements de Vénus et du Soleil. Les escaliers des temples et les jeux d'ombre étaient synchronisés avec les équinoxes. Comme l'ombre célèbre du serpent qui glisse le long d'El Castillo lors du printemps et de l'automne. Les Mayas ne se contentaient pas d'observer le ciel. Ils synchronisaient leur civilisation avec lui. Leur roi régnait sous la gouverne des étoiles, leur temple s'élevait en harmonie avec les solstices, et leur guerre était coordonnée avec les déplacements de Vénus. Ils ne lisaient pas seulement le cosmos, ils l'intégraient au tissu même de la vie. En Chine ancienne, l'astronomie n'était pas simplement une science. C'était une affaire d'État. L'empereur, considéré comme le fils du ciel, régnait avec le mandat du ciel, une approbation cosmique pouvant être révoquée si les étoiles envoyaient un mauvais message. Cela faisait de l'astronomie une discipline à la fois sacrée et politique. Dès 2000 avenue Jésus-Christ, les astronomes chinois suivaient les événements célestes et les documentaient avec un soin méthodique. Ils enregistraient les comètes, les novas, les éclipses, les taches solaires et les mouvements planétaires. Certains de ces registres, comme se trouvait dans le Shiji, mémoire du grand historien, et le livre des Han, sont encore utilisés aujourd'hui par les scientifiques modernes pour vérifier des phénomènes astronomiques anciens. Peut-être ce qui est le plus remarquable est leur documentation d'une explosion de supernova en 1054 après Jésus-Christ, visible en plein jour pendant 23 jours. Les astronomes chinois en notèrent la localisation avec une telle précision que les astronomes modernes ont utilisé ces données pour identifier les vestiges aujourd'hui connus sous le nom de nébuleuse du crabe. Mais la maîtrise astronomique de la Chine ne reposait pas uniquement sur une interprétation mystique. Ils développèrent des instruments mécaniques tels que des sphères armillaires et des gnomons. Des bâtons projetant des ombres pour mesurer l'altitude du Soleil et la position des étoiles. En fait, les Chinois disposaient de globes célestes à eau et d'horloges astronomiques fonctionnelles des siècles avant que l'Europe ne les développe. Les astronomes chinois divisèrent le ciel en 28 résidences lunaires, conceptuellement similaires aux constellations occidentales, qu'ils utilisaient à la fois pour la navigation et la mesure du temps. Ils créèrent également le calendrier lunisolaire chinois, qui équilibre les mois lunaires avec l'année solaire et reste en usage aujourd'hui pour déterminer des faits traditionnels comme le Nouvel An lunaire. L'une de leurs contributions majeures fut l'enregistrement minutieux des éclipses. Ils ne se contentaient pas de prédire les éclipses solaires et lunaires, mais les reliaient parfois à des présages dynastiques. Si une éclipse survenait sans que l'empereur n'en ait été prévenu, cela était considéré comme un échec des astronomes, et parfois comme un signe que l'empereur avait perdu le mandat du ciel. En résumé, l'astronomie en Chine ne se confinait pas à l'étude d'un savant. Elle se trouvait au cœur même de la gouvernance, de la divinité et de la survie nationale. Les étoiles ne se contentaient pas de marquer le temps. Elles révélaient la vérité et l'Empire écoutait. En Inde ancienne, l'astronomie n'était jamais une discipline séparée. Elle s'entrelaçait avec la philosophie, le rituel, les mathématiques et la métaphysique. Connue sous le nom de Jyotisha, la science de la lumière, l'astronomie indienne commença comme un outil pour déterminer les moments propices au rituel, mais évolua pour devenir l'un des systèmes d'observation céleste les plus avancés mathématiquement du monde antique. Les premières références aux événements célestes apparaissent dans les Védas, composés vers 1500 avenue Jésus-Christ. Ces textes sacrés mentionnent le Soleil, la Lune et les cycles planétaires, ainsi que la division du ciel en 27 nakshatras, des demeures lunaires formant le cœur de la cartographie céleste indienne ancienne. Ces nakshatras étaient liés à la fois à la mythologie et au calcul, constituant la base des cartes astrologiques et calendriers encore utilisés en Inde aujourd'hui. Mais l'astronomie indienne n'était pas que poétique. Elle était étonnamment précise. Les savants anciens développèrent des modèles de l'année solaire plus exacts que le calendrier julien introduit, bien plus tard par les Romains. Le Surya Siddhanta, un texte astronomique fondamental compilé vers 500 après Jésus-Christ sur la base de connaissances antérieures, décrit l'inclinaison axiale de la Terre, les orbites elliptiques des planètes et même le concept de gravité des siècles avant Newton. Peut-être que la figure la plus révolutionnaire de l'astronomie indienne fut Aryabhata, qui, en 499 après Jésus-Christ, proposa que la Terre tourne quotidiennement sur son axe, une théorie rarement envisagée dans d'autres parties du monde à cette époque.
Il calcula également la durée de l'année solaire à 365,358 jours, une très petite différence par rapport aux valeurs modernes, et développa des fonctions trigonométriques avancées pour aider aux calculs astronomiques. Les astronomes indiens créèrent aussi des signes sophistiqués, travaillèrent avec la notation décimale, et utilisèrent des instruments d'ombre ainsi que des sphères pour mesurer les angles et les altitudes. Les observatoires étaient souvent alignés avec les solstices, les équinoxes et les conjonctions planétaires. Mais au-delà des prouesses techniques, l'astronomie indienne portait une élégance cosmique. L'univers n'était pas seulement une machine. C'était un cycle, une danse du temps et de l'espace se déroulant sans fin. L'astronomie ne visait pas la domination sur la nature. Elle cherchait l'harmonie avec elle. Dans la vision indienne du monde, comprendre les cieux était une manière de comprendre soi-même, une géométrie de l'esprit où les planètes ne se déplaçaient pas seulement dans le ciel, mais à travers l'âme. Si d'autres civilisations levaient les yeux vers le ciel pour guidance, rituel ou survie, les Grecs antiques regardaient en s'interrogeant sur le pourquoi. Pourquoi les étoiles bougent-elles? Pourquoi les planètes errent-elles? Et surtout, le cosmos peut-il être expliqué par la raison? L'astronomie grecque marqua un tournant dans la relation de l'humanité avec les cieux. Là où d'autres voyaient des motifs et des présages, les Grecs cherchaient des lois. Ils n'étaient pas que des observateurs. Ils étaient des théoriciens tentant de décoder le ciel à l'aide des mathématiques, de la géométrie et de la philosophie. Tout commença avec Thalès de Milet, l'un des premiers à suggérer que les phénomènes célestes avaient des causes naturelles. Puis vint Anaximandre, qui imagina la Terre flottant dans l'espace sans support et proposa que les cieux formaient une sphère. Ces idées peuvent sembler rudimentaires aujourd'hui, mais pour leur époque, elles étaient révolutionnaires. Le véritable bond en avant vint avec Pythagore, qui considérait le cosmos comme un système d'harmonie parfaite, une musique des sphères régie par des rapports mathématiques. Ses disciples croyaient que l'univers pouvait être compris à travers les nombres, posant ainsi les bases de l'astronomie théorique. Mais c'est Aristarchus de Samos qui s'approcha le plus de la vérité moderne. Au siècle avenue Jésus-Christ. Il proposa un modèle héliocentrique plaçant le Soleil, et non la Terre, au centre de l'univers. Ces idées furent ignorées pendant près de 2000 ans, mais elles semèrent une graine qui éclora plus tard avec Copernic. Puis vint Hipparque, le père de l'astronomie d'observation. Il créa le premier catalogue d'étoiles, classa les étoiles selon leur luminosité, découvrit la précession des équinoxes et développa des outils trigonométriques pour calculer les positions célestes. Sa précision était étonnante, surtout sans télescope. Enfin, il y eut Claude Ptolémée, dont l'Almageste devint le texte astronomique de référence pendant plus d'un millénaire. Il synthétisa les connaissances grecques, babyloniennes et égyptiennes dans un modèle géocentrique expliquant le mouvement des planètes à l'aide d'épicycles et de déférents, un système complexe mais élégant qui fonctionna, jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Si certaines idées grecques étaient erronées, leur engagement envers l'explication rationnelle et la modélisation systématique changea la donne. Ils enseignèrent au monde que les étoiles n'étaient pas aléatoires, elles obéissaient à des motifs que l'esprit humain pouvait comprendre. Avec les Grecs, l'astronomie devint plus qu'une observation. Elle devint un débat entre la terre et le ciel, entre la logique et le mythe, entre ce que nous voyons et ce que nous savons. Au moment où le télescope fut inventé au début du XVIIe siècle, l'humanité avait déjà passé des milliers d'années à observer le ciel avec rien d'autre que ses yeux, les ombres et la pierre. Et pourtant, ce que ces civilisations antiques ont accompli est tout simplement stupéfiant. Ils ont cartographié les étoiles, suivi les planètes, prédit les éclipses, et construit des monuments alignés sur les solstices et les équinoxes. Tout cela sans lentilles, satellites, ni électricité. Ce qui rend leurs accomplissements encore plus extraordinaires, c'est qu'ils l'ont fait indépendamment les uns des autres. Les Sumériens en Mésopotamie, les Mayas en Mésoamérique, les Chinois et Indiens en Asie, les Grecs et Égyptiens autour de la Méditerranée, tous ont développé des systèmes astronomiques ancrés dans leur propre vision du monde. Pourtant, malgré les océans qui les séparaient, ils sont arrivés à des conclusions similaires. Les cieux bougent avec ordre, et cet ordre importe. L'astronomie antique n'était pas confinée à des tours d'ivoire. Elle façonnait l'agriculture, la religion, l'architecture, la politique et la philosophie. Elle dictait quand planter, quand prier, quand construire et quand régner. Dans chaque culture,
comprendre le ciel était perçu comme une façon de comprendre le divin, à tout le moins, sa place dans la vaste machinerie de l'existence. Et si leurs modèles variaient, certains géocentriques, d'autres mythologiques, d'autres cycliques, ils partageaient tous une caractéristique, un respect profond et inébranlable pour le cosmos. Pour de nombreux peuples anciens, le ciel n'était pas qu'un décor. Il était vivant, délibéré et sacré. Le télescope allait finalement tout changer. Il révéla des lunes tournant autour de Jupiter, les phases de Vénus, les taches solaires et des galaxies bien au-delà de la nôtre. Mais les fondations, la cartographie patiente, les enregistrements systématiques, la simple curiosité, appartenaient aux anciens. Aujourd'hui, nous portons leur héritage à chaque fois que nous consultons un calendrier, que nous cartographions les étoiles avec une application sur notre téléphone ou que nous célébrons un solstice. Chaque GPS, satellite et mission spatiale repose sur une fondation qu'ils ont posée dans l'argile, la pierre et le papyrus. Ils ne connaissaient pas les trous noirs ni le fond diffus cosmologique, mais ils posaient les bonnes questions. Ils levaient les yeux et ils remarquaient. Dans l'obscurité, sans le savoir, ils devinrent les premiers scientifiques. Silencieusement, fidèlement, ils inscrivaient leurs questions dans le ciel. Et grâce à eux, nous disposons désormais des outils pour regarder plus loin, pas seulement dans l'espace, mais aussi dans nos propres origines. En 1803, un événement sans précédent se produisit. Une jeune république âgée de seulement 3 décennies acheta un territoire si vaste qu'elle doubla sa superficie du jour au lendemain. La vente de la Louisiane ne fut pas qu'un simple accord immobilier. Ce fut un coup de tonnerre géopolitique. D'un trait de plume, les États-Unis acquirent plus de 828 000 milles carrés de terre à la France, s'étendant du fleuve Mississippi jusqu'aux montagnes Rocheuses. 13 futurs États émergèrent de ce vaste et fertile territoire. Et le prix? Un modeste 15 millions de dollars, environ 4 cents l'acre. Mais ce qui rend cette acquisition encore plus extraordinaire, c'est que personne, pas même les Américains, ne s'y attendait. Et celui qui contrôlait la Nouvelle-Orléans détenait les clés de la survie économique. Jefferson autorisa ses diplomates à offrir jusqu'à 10 millions de dollars à la France pour la seule Nouvelle-Orléans et quelques terres environnantes. C'était tout. Mais à leur arrivée, les diplomates furent pris de court. Les Français avaient une contre-offre, non seulement la Nouvelle-Orléans, mais tout le territoire de la Louisiane. Pourquoi? La France, sous Napoléon Bonaparte, changeait de priorité. Napoléon rêvait d'un grand empire nord-américain, mais la révolution haïtienne avait brisé les ambitions françaises dans les Caraïbes. Maladies, rébellions et tensions croissantes avec la Grande-Bretagne rendaient la conservation de la Louisiane plus problématique qu'avantageuse. Napoléon avait besoin d'argent pour la guerre, pas de marais et de prairies. Face à une opportunité inattendue, les négociateurs américains dirent oui. Rapidement, même avant d'obtenir l'approbation complète de Jefferson. Après tout, ce n'était pas simplement un port. C'était le fleuve Mississippi, les grandes plaines, l'accès aux montagnes rocheuses et le futur contrôle du cœur du continent. Ce que Jefferson reçut ne fut pas qu'une terre. Ce fut un destin, une toile blanche pour l'expansion vers l'ouest, la croissance nationale et inévitablement le conflit. Mais tandis que les journaux célébraient, une vérité fut ignorée. Cette terre n'était pas vide. Elle abritait déjà des dizaines de nations autochtones, chacune avec ses propres histoires, alliances et revendications. Ainsi, un accord conclu à Paris ne se contenta pas de redessiner les cartes, il allait bouleverser des vies à travers tout un continent. Au centre de l'achat de la Louisiane se trouvait un homme couronné et accablé, Napoléon Bonaparte. En 1803, l'empereur français combattait sur trop de fronts en Europe, dans les Caraïbes et dans ses propres finances. Et donc, dans un acte qui choqua presque tous les protagonistes, il proposa de vendre un tiers de l'Amérique du Nord au pays même qu'il avait un jour cherché à empêcher de devenir une puissance continentale. Ce n'était pas parti ainsi. Quelques années plus tôt, la France avait secrètement acquis la Louisiane de l'Espagne, selon le traité de San Ildefonso. Napoléon nourrissait de grands rêves de restauration d'un empire colonial français. La Louisiane devait approvisionner Saint-Domingue, la perle de la couronne des colonies françaises des Caraïbes, aujourd'hui Haïti en blé, viande et fournitures. La France ne voulait pas la Louisiane pour elle-même. Elle la voulait pour soutenir la production de sucre. Mais cette vision s'effondra dans le feu et la fièvre. La révolution haïtienne, menée par d'anciens esclaves sous des chefs comme Toussaint Louverture,
éclata en une rébellion totale. La France envoya des dizaines de milliers de soldats pour l'écraser et les vit mourir par milliers, non seulement au combat, mais aussi de la fièvre jaune. Napoléon perdit son meilleur général, son armée et sa chance de reprendre la plus riche colonie sucrière de la Terre. Avec la perte de Saint-Domingue, la Louisiane devint non seulement sans importance, pire que cela, indéfendable. Et alors que la Grande-Bretagne se préparait à une nouvelle guerre contre la France, Napoléon craignait que la Louisiane ne soit prise de force. Plutôt que de se battre pour la conserver, il la vendit. Fidèle à son style, la décision fut rapide, audacieuse et entièrement pragmatique. Le 11 avril 1803, il stupéfia les diplomates américains Robert Livingston et James Monroe avec une offre. Toute la Louisiane, pas seulement la Nouvelle-Orléans, pour 15 millions de dollars. Le raisonnement de Napoléon était simple. J'ai donné à l'Angleterre un rival maritime qui tôt ou tard humiliera son orgueil. Il ne voulait pas seulement de l'argent. Il voulait que les États-Unis deviennent assez puissants pour tenir tête à la Grande-Bretagne. La vente de la Louisiane n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Et ainsi, en un seul acte, Napoléon abandonna son empire américain et changea le destin d'un pays qu'il respectait à peine. Ce qui pour lui n'était qu'une pensée impériale accessoire devint le tremplin de l'expansion américaine vers l'ouest et le début de la fin de la souveraineté autochtone sur tout le continent. Thomas Jefferson avait longtemps rêvé d'une république agraire, une nation d'agriculteurs indépendants vivant sur leurs terres, unis par la liberté et la vertu civique. L'achat de la Louisiane aurait dû être la réalisation de son rêve, mais il devint plutôt un cauchemar constitutionnel. Jefferson était un strict constitutionnaliste. Il croyait que le gouvernement fédéral ne devait exercer que les pouvoirs explicitement accordés par la Constitution. Et devinez quoi? Nulle part dans ce document il n'était écrit que le gouvernement américain pouvait acheter un territoire étranger. Il n'y avait aucune clause pour l'acquisition d'un continent, aucun cadre légal pour doubler la taille de la nation en une seule transaction. Jefferson hésita donc. L'offre de Napoléon semblait presque trop belle pour être vraie, 15 millions de dollars pour des terres s'étendant du Mississippi aux montagnes rocheuses. C'était une opportunité unique dans une civilisation. Mais Jefferson se débattait avec la contradiction. Pouvait-il, homme craignant le dépassement des pouvoirs fédéraux, étirer la Constitution pour justifier une acquisition aussi massive? En privé, il envisagea de proposer un amendement constitutionnel pour autoriser l'achat. Mais le temps pressait et les réalités politiques pesaient lourd. S'il retardait, Napoléon pourrait changer d'avis ou la Grande-Bretagne saisir le territoire avant que l'encre ne soit sèche. Jefferson fit alors quelque chose d'ironiquement contradictoire. Il accepta les pouvoirs implicites, précisément ce qu'il avait critiqué Alexander Hamilton d'avoir défendu des années plus tôt. Il rationalisa l'achat comme un traité, ce que la Constitution autorisait le président à conclure avec l'approbation du Sénat. Le Sénat ratifia l'accord en octobre 1803 avec un soutien écrasant. Et Jefferson, bien que discrètement mal à l'aise, défendit sa décision comme nécessaire à la survie et à la sécurité de la République. Et voilà comment Jefferson, le puriste constitutionnel, devint l'architecte de la plus grande acquisition territoriale pacifique de l'histoire des États-Unis. La contradiction ne passa pas inaperçue auprès de ses détracteurs, qui le traitèrent d'hypocrite. Mais Jefferson y vit un compromis nécessaire, plier la Constitution, selon lui, pour préserver la République plutôt que la détruire. Ce faisant, il établit un précédent. Le gouvernement fédéral pouvait acquérir des terres par traité, même sans autorisation constitutionnelle explicite. Ce précédent serait invoqué encore et encore à mesure que les États-Unis s'étendraient vers l'ouest, sur des territoires déjà habités. L'achat de la Louisiane fut signé, scellé et ratifié. Mais personne ne savait vraiment ce que les États-Unis venaient d'acheter. Le territoire était immense, peu cartographié et rempli de rivières inconnues, de montagnes, d'espèces et de peuples. Ainsi, en 1804, le président Jefferson commanda une expédition qui allait devenir l'un des voyages les plus emblématiques de l'histoire américaine, le Corps de la Découverte, dirigé par Meriwether Lewis et William Clark. Leur mission était ambitieuse: explorer ce nouveau territoire, établir des échanges commerciaux avec les nations autochtones, étudier les ressources de la région. Et surtout, trouver une route maritime vers l'océan Pacifique. Jefferson rêvait d'un passage du Nord-Ouest, un lien navigable entre l'Atlantique et le Pacifique qui révolutionnerait le commerce. Spoiler,
il n'existait pas. Mais ce que Lewis et Clark découvrirent transforma tout de même la manière dont les Américains percevaient leur place sur le continent. Ils partirent de Saint-Louis en mai 1804 avec une équipe de plus de 30 hommes et remontèrent le fleuve vers des terres encore inexplorées par les colons américains. En chemin, ils documentèrent plus de 100 nouvelles espèces animales et 178 nouvelles plantes. Ils cartographièrent des rivières, esquissèrent des montagnes, et tinrent des journaux méticuleux remplis d'observations scientifiques et ethnographiques. Mais ils ne firent pas ce voyage seuls. L'une des figures les plus essentielles de l'expédition fut Sacagawea, une jeune femme Shoshone qui rejoignit l'expédition avec son mari canadien-français. Sacagawea n'était pas qu'une interprète. Elle était un symbole de paix. Sa présence avec son enfant signalait aux tribus autochtones qu'il ne s'agissait pas d'un groupe de guerre. Sa connaissance de la géographie et de la diplomatie aida le corps à traverser des passages dangereux et à nouer des alliances cruciales. Pendant plus de 2 ans, l'expédition parcourut plus de 8000 milles, à bord de bateaux, à cheval et à pied. Ils atteignirent l'océan Pacifique en novembre 1805, construisirent un fort pour l'hiver et revinrent vers l'est en 1806. Ils ne trouvèrent pas de passage du nord-ouest, mais ils ramenèrent quelque chose d'encore plus précieux, un récit détaillé des terres nouvellement acquises et des peuples qui y vivaient. Jefferson avait acheté un mystère. Lewis et Clark commencèrent à le rendre réel. Mais si leurs rapports inspirèrent des rêves d'expansion vers l'ouest, ils annonçaient aussi quelque chose de plus sombre, la pression croissante sur les nations autochtones et la poussée inévitable vers la conquête sous la bannière de la découverte. Pour les politiciens et colons américains, l'achat de la Louisiane était une aubaine territoriale, une page blanche pour des fermes, des villes et des ambitions. Mais pour les nations autochtones qui y vivaient depuis des siècles, c'était tout autre chose, le début de leur effacement. Les terres que les États-Unis avaient achetées à la France abritaient déjà plus de 50 nations autochtones souveraines, chacune avec sa propre langue, son territoire et son système de gouvernance. Des Oglala Sioux aux Cheyennes, Comanches et Mandans, ces communautés géraient la terre, commerçaient entre elles et forgeaient des alliances bien avant qu'un drapeau européen ne soit planté. Mais aux yeux de Jefferson et des futurs dirigeants américains, le territoire de la Louisiane était une toile, vaste, sous-utilisée et prête à l'installation américaine. Les nations autochtones qui y vivaient ne furent ni consultées dans l'accord, ni informées, ni indemnisées. Un jour, elles étaient des peuples souverains. Le lendemain, elles furent déclarées sujets de la République américaine en expansion. Jefferson croyait que les Autochtones pouvaient soit s'assimiler à la société américaine, soit être déplacés pacifiquement si possible, de force si nécessaire. Dans des lettres privées, il écrivit que, à mesure que les colons avançaient vers l'ouest, les peuples autochtones devraient aussi se déplacer vers l'ouest, ou périr. Ce n'était pas encore appelé déplacement, mais l'idée commençait déjà à se former. Cette pression s'intensifia après le retour de l'expédition Lewis et Clark, qui rapporta des nouvelles de terres abondantes et de richesses naturelles. Le gouvernement fédéral commença à négocier des traités, beaucoup étant trompeurs ou coercitifs, pour s'approprier des terres et pousser les tribus toujours plus à l'ouest. Dans certains cas, la force militaire soutenait ces efforts. Dans d'autres, ce furent les maladies et les déplacements qui firent le travail. L'achat de la Louisiane marqua le début d'une nouvelle phase dans l'expansion américaine, la destinée manifeste avant même qu'elle ne porte ce nom. La croyance que les États-Unis étaient destinés à contrôler le continent trouvait sa base légale dans cette vente et son coût moral dans les vies et les terres des nations autochtones. Pour les peuples autochtones, l'achat de la Louisiane n'était pas une transaction, c'était une violation. Il redessina des cartes qui n'avaient jamais été les leurs, effaça des frontières jamais reconnues et déchaîna une vague de colons venus non pour commercer, mais pour prendre. Et cette vague ne faisait que commencer. L'achat de la Louisiane fut salué comme un triomphe, une acquisition pacifique de territoire qui doubla presque la taille des États-Unis. Mais si l'accord paraissait clair sur le papier, la réalité sur le terrain était tout autre. L'expansion eut un prix, payé non en or, mais en conflits, déplacements et destruction culturelle. Une fois le nouveau territoire sécurisé, les colons américains commencèrent à affluer vers l'ouest. Poussés par l'espoir de terres fertiles, de liberté personnelle, et d'opportunités économiques, ils pénétrèrent des terres encore habitées par des nations autochtones. Le gouvernement fédéral suivit, établissant forts, routes et postes administratifs pour gérer et faire respecter sa nouvelle autorité.
Cela prépara le terrain à une collision lente mais inévitable entre deux visions du territoire, l'une le voyant comme une propriété à revendiquer et améliorer, l'autre comme une entité vivante à partager et respecter. Sans surprise, des conflits éclatèrent. Les escarmouches se transformèrent en guerre. Des traités furent signés, puis brisés. Et lentement, la ligne de front recula vers l'ouest, poussée par la force des fusils, des chemins de fer et une ambition sans relâche. Mais les nations autochtones n'étaient pas les seules à payer un prix. Le territoire de la Louisiane intensifia également une crise morale qui finirait par fracturer la nation. L'esclavage. Les dirigeants du Sud virent immédiatement ces vastes nouvelles terres comme une opportunité d'étendre l'agriculture des plantations. Le coton et la canne à sucre prospéraient dans les régions méridionales du territoire, et la main-d'œuvre esclave était considérée comme essentielle pour en assurer la rentabilité. Cela souleva une question explosive. L'esclavage serait-il autorisé dans les nouveaux territoires? La réponse entrait le Congrès pendant des décennies. Elle conduisit au compromis du Missouri, aux tensions régionales, et finalement à la guerre de sécession. L'achat de la Louisiane ne fit pas que repousser les frontières américaines. Il mit à rude épreuve le tissu politique du pays jusqu'au point de rupture. Et il y eut aussi des conséquences environnementales. Les rivières furent endiguées, les plaines labourées, les bisons presque anéantis. La transformation fut rapide et irréversible. Ce qui avait autrefois été un paysage façonné par le feu, les troupeaux et la gestion autochtone devint un patchwork de fermes, de clôtures et d'extraction industrielle. En s'appropriant ces terres, les États-Unis héritèrent aussi du fardeau de ce qu'ils avaient fait, un héritage qui résonne encore dans les débats sur les droits fonciers, la souveraineté tribale et les réparations. La terre avait peut-être été achetée, mais le véritable coût se paye encore aujourd'hui. Une fois l'encre sèche sur l'achat de la Louisiane, une nouvelle question émergea. Comment gouverner un territoire si vaste qu'il défiait l'imagination? Le territoire s'étendait sur ce qui allait devenir tout ou partie de 15 États modernes des États-Unis, de la Louisiane au Montana et des Dakotas au Colorado. Mais en 1803, c'était une terre sauvage indéfinie, pleine de possibilités, mais avec peu de routes, aucune ville et d'innombrables revendications concurrentes. La première étape fut le levé topographique, tracer les frontières, les rivières, les montagnes, puis finalement les limites de propriété. Des expéditions comme celle menée par Lewis et Clark, Zebulon Pike et d'autres posèrent les bases. Des cartographes, des spéculateurs fonciers et des ingénieurs militaires suivirent, dessinant des cartes qui allaient peu à peu devenir des limites de comtés, des réserves et des frontières d'État. Ce qui avait été un monde autochtone ouvert et interconnecté était désormais découpé en rectangles. Le Congrès adopta des lois pour organiser le territoire, d'abord en districts militaires, puis en territoires organisés, chacun avec des gouverneurs nommés par le gouvernement fédéral. Ces nouvelles unités administratives suivaient le modèle établi par l'ordonnance du Nord-Ouest. Une fois qu'un territoire comptait suffisamment de colons, il pouvait demander le statut d'État. Mais toutes les frontières ne furent pas tracées avec logique ni justice. Prenons la création du Missouri en 1821, le premier État issu de l'achat. Son admission provoqua un tollé national parce que le Missouri souhaitait autoriser l'esclavage. Le compromis du Missouri qui en résulta traça une ligne imaginaire à travers le territoire. L'esclavage serait autorisé au sud de cette ligne, interdit au nord. Cette seule ligne entrait la politique américaine pendant des décennies, chaque nouveau statut d'État menaçant de faire basculer l'équilibre entre le nord et le sud. Pendant ce temps, les colons blancs affluaient dans les nouveaux territoires, souvent en avance sur la loi. Ils s'appropriaient les terres par la préemption, l'occupation illégale, et de plus en plus grâce à des concessions foncières fédérales. Les peuples autochtones, même ceux liés par des traités existants, voyaient leurs terres soudainement reclassées, d'abord en territoire, puis en terres ouvertes, puis en fermes appartenant à d'autres. Et tandis que les cartes se remplissaient, elles effaçaient les sentiers autochtones, les migrations saisonnières, les noms indigènes, pour les remplacer par des noms comme Jefferson City, Bâton Rouge et Fort-Pierre. Les frontières dans cette nouvelle vision de l'Amérique n'étaient pas que des lignes sur une carte. Elles étaient des outils de contrôle. Des moyens de revendiquer, diviser, vendre et gouverner des terres qui, quelques années plus tôt, n'appartenaient ni à un président, ni à un État, ni à aucun empire. L'achat de la Louisiane ne fit pas que redessiner les frontières américaines.
Il redéfinit son identité. D'un coup diplomatique, les États-Unis passèrent d'une république côtière bordant l'Atlantique à une puissance continentale s'étendant vers l'inconnu. Ce fut le premier grand bond de la destinée manifeste. Avant même que ce terme n'existe, et il donna le ton au siècle suivant d'expansion, de conquête et de réinvention. Sur le plan politique, l'achat établit le précédent selon lequel le gouvernement fédéral pouvait acquérir de nouvelles terres par traité, même sans directive constitutionnelle claire. Ce précédent serait réutilisé avec la Floride, le Texas, l'Oregon, l'Alaska et Hawaï. Les États-Unis devinrent non seulement un pays, mais un collectionneur de territoires. Une nation toujours tournée vers l'Ouest. Sur le plan culturel, il alimenta un nouveau mythe américain, celui de la frontière. Le territoire de la Louisiane devint le décor d'histoires de colons robustes, d'explorateurs audacieux et de possibilités infinies. Mais pour chaque rêve de pionnier, il y avait un cauchemar autochtone, un souvenir de terres perdues, de traités brisés et de peuples repoussés toujours plus loin dans l'exil. Sur le plan économique, l'impact fut colossal. Le fleuve Mississippi devint l'artère principale du commerce américain. Des villes comme Saint-Louis, la Nouvelle-Orléans et Kansas City se transformèrent en pôles commerciaux vitaux. Les plaines fertiles furent converties en terres agricoles, et la découverte d'or, d'argent et d'autres ressources naturelles fit de certaines parties de l'achat des moteurs de croissance industrielle. Mais l'héritage le plus profond est une contradiction. L'achat incarnait les idéaux américains, opportunité, croissance, indépendance et pourtant il représentait aussi les échecs les plus profonds de l'Amérique. Dépossession, esclavage, ambition impériale. C'est une histoire de triomphe écrite sur des terres prises à d'autres, souvent de manière violente. Aujourd'hui, les limites de l'achat de la Louisiane définissent des États que des millions d'Américains appellent chez eux. Les autoroutes croisent là où les bisons erraient autrefois. Des champs de blé poussent maintenant là où se dressaient des lieux sacrés. Et pourtant, sous le sol et l'asphalte, la mémoire de cet achat persiste, non seulement comme une transaction, mais comme un tournant. Les États-Unis en furent transformés à jamais. Le monde aussi. Mais la question demeure. Le coût fut-il purement monétaire, ou fut-il, comme beaucoup le soutiendront plus tard, mesuré en vie, en culture et en paysages qui ne pourront jamais être rachetés? Au final, l'achat de la Louisiane fut bien plus qu'une affaire foncière. Ce fut un moment décisif, un changement d'identité américaine, passant d'une république fragile accrochée à la côte à un empire en devenir, s'étendant audacieusement vers l'intérieur. L'encre sécha à Paris, mais les conséquences résonnèrent à travers les prairies, les rivières et les générations. Pour les États-Unis, cela signifiait la possibilité. Cela insuffla une nouvelle confiance nationale, la conviction que l'expansion n'était pas seulement souhaitable, mais inévitable. Cette croyance se transforma en politique, devenant la destinée manifeste et finit par pousser les États-Unis jusqu'à l'océan Pacifique et au-delà. Elle cimenta aussi un modèle de pouvoir fondé sur l'acquisition de terres, le déplacement des populations et le développement. L'Ouest n'était plus un mystère. C'était une cible, et pour les colons, spéculateurs et politiciens, une invitation ouverte à saisir l'opportunité en déracinant ce qui existait déjà. Pour les nations autochtones, cette transformation fut catastrophique. Les terres sur lesquelles ils avaient vécu, commercé, combattu et qu'ils avaient honorées furent soudainement possédées, non pas par une armée d'envahisseurs, mais par un gouvernement lointain prétendant les avoir achetées. Il n'y eut ni négociation, ni consentement. Juste une ligne sur une carte et un nouveau jeu de règles. L'arrivée des colons américains accéléra les cycles de violence, les déplacements forcés et la dévastation culturelle. Les traités allaient et venaient, les réserves étaient délimitées. Les bisons furent massacrés, les langues s'effacèrent. Lorsque la poussière retomba, la présence autochtone dans le territoire de la Louisiane fut largement confinée, réduite au silence, ou effacée, mais jamais éteinte. Et pourtant, l'héritage de cet achat reste complexe. Les villes, économies et infrastructures qui en émergèrent contribuèrent à façonner les États-Unis modernes. Les rivières qu'il offrait devinrent des artères vitales. Les ressources naturelles qu'il fournissait alimentèrent la croissance industrielle. L'espace qu'il ouvrit permit innovation, diversité et réinvention. Mais l'ombre de cet accord plane encore. L'achat de la Louisiane demeure aujourd'hui un paradoxe. Une victoire diplomatique audacieuse et un modèle de déplacement.
C'est une histoire de croissance et de deuil, d'ambition et d'amnésie. Il fit des États-Unis ce qu'ils sont, mais il imposa aussi un bilan qui continue à ce jour. Comment célébrer une terre qu'on n'a jamais vraiment demandée et à laquelle on ne pourra jamais vraiment retourner?